Ouais, mais moi, tu vois, je considère que c'est joli ici. Non, mais ouais, d'accord. Moi, j'ai rien à branler. Pourquoi je fais une note comme ça et dans ta tête, ça marche? Parce qu'il y a une dominante, une tierce et une quinte. Mais les concepts philosophiques peuvent être parfois jouissifs. Ça peut te mettre dans un état en disant waouh. Tu écris un livre érotique. Ouais. À aucun moment, celui qui lit ça va savoir ce que c'est de caresser une femme. La bénédiction vient pas d'ailleurs. C'est là où c'est intéressant. Elle vient de ma pratique qui a eu une conséquence. C'est ça qu'il ne faut pas confondre l'instant présent avec le fait de vivre sur un rocher en fumant un tarpé. Hein. Un enjeu à travailler qui est de moins en moins de passé et de moins en moins de futur. J'ai aussi la mission d'éveiller un petit peu l'âme aussi. Bienvenue dans Affûte des idées. Aujourd'hui, je reçois Patrice. Il est professeur d'histoire-géographie au lycée. Il est également juriste, sportif. Il a fait des études de STAPS, lecteur, grand sportif, professeur de yoga, scénariste de bande dessinée et papa. Et il nous partage dans cet entretien tout ce qu'il sait, ses connaissances, sa culture générale. Il a plus de 60 ans de culture générale dans son parcours et sa quête spirituelle vers un mieux-être, vers la réalisation de soi. Donc je vous laisse profiter de cet entretien extrêmement riche, divers et qui j'espère vous apportera un maximum de valeur. Bienvenue, bonne écoute. T'as fait du sport, qu'est-ce que t'as fait ce matin? J'ai fait, alors au réveil, j'ai fait mes pratiques. Ouais. Donc ça c'est un peu de yoga, pas beaucoup, 10 minutes. Ouais. Et après c'est une connexion au sacré en fait, hein, par l'intermédiaire d'un exercice de Qigong. Tu sais, je t'avais expliqué ça. Je fais balle de Qi, balle de Qi, intérieur, extérieur. Et puis du coup, dès que j'ai une sensation à l'extérieur, j'ai une connexion automatiquement à de l'invisible, mais de manière concrète. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est solide, c'est qu'il y a une sensation corporelle. J'ai déjà fait l'exercice de Qigong et c'est vrai que quand tu sens la balle d'énergie, Ouais. t'as vraiment l'impression de la De sentir. sentir quelque chose de concret. Et l'intérêt, c'est de connecter ça avec la même chose à l'extérieur. Et donc, je prends aussi dehors. Et donc, quand tout mon corps a l'impression d'appuyer partout, d'être en présence d'une masse, entre guillemets, ils appellent ça le corps énergétique ou le troisième corps en Inde. Et c'est un corps, en fait, qui te permet de rentrer en communication avec on va dire, des lieux plus subtils. D'après eux, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, ce corps-là, je suis en communication avec, ça c'est clair. Donc c'est là-dedans que moi je rentre pour avoir un travail intérieur. C'est-à-dire que je fais des demandes, voilà, qui sont toutes très simples. Hein. C'est des demandes de fluidité, voilà, que mon être soit bien connecté, etc. etc. C'est pas des demandes de... je ne demande pas à gagner au loto. Hein. Ça fonctionne pas, ça. Hein. Ça marche pas. Hein. Voilà. Et pourquoi d'ailleurs ça fonctionnerait pas ça? Parce qu'il n'y a pas de... D'après ce que j'ai pu travailler, il n'y a pas de loi qui fait que ton cas est particulier. Tu es comme une goutte d'eau dans l'océan, si tu préfères. Ouais. Tu ne peux pas demander à être autre chose qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tout ce que tu peux demander, c'est à être dans le move de l'océan et pas en sortir, quoi. Tu peux demander... Tu vois ce que je veux te dire? C'est génial, j'adore. Voilà. Ah putain, ça m'a déjà changé la vie là. Ah ouais, putain, c'est incroyable. Mais mais c'est vrai ça. Mais c'est une évidence en fait. Purée. Et donc les demandes doivent être par rapport à ce que l'on est profondément. Je suis un être humain, je veux être encore plus humain qu'avant. Voilà, je suis un homme, je vais être encore plus homme qu'avant, sans dénaturer la femme qui est en face, sans être, tu vois. Et mes demandes sont très très simples en fait. C'est essentiellement de la fluidité par rapport à ce qui doit être. Et je décide pas de ce qui doit être. Il y a un très sage qui s'appelle Nisargadatta qui disait: la vie est mon maître, le mental est son disciple. La vie est mon maître, le mental est son disciple. C'est merveilleux. La vie, c'est elle qui décide. Et moi, après, au niveau de la pensée, j'essaie de suivre du mieux que je peux, avec toute la marge d'erreur qu'il y a, quoi. C'est pour ça que dans l'astrologie indienne, en fait, on peut prévoir beaucoup de choses, mais pas si tu gagnes au loto, par exemple. Absolument, tout à fait. Tout s'explique. Tout à fait. Ils peuvent donner des tendances, des caractères d'ailleurs, l'un ou l'autre, mais ils ne donnent pas de faits précis. Ouais. Ils disent que c'est impossible, ce qui est normal. Ce qui est normal. Tu fais ça tous les matins, de manière régulière? Ouais, depuis quelques temps. C'est une pratique que j'ai initiée seule, c'est-à-dire que c'est un mixte de mes 25 ans de tai chi et de qigong. J'ai commencé le tai chi qigong, j'avais 28 ans à peu près, et j'ai jamais arrêté, donc j'en ai 60 là, donc voilà, ça fait 32 ans que je pratique. Je pratique très régulièrement. Pendant 20 ans, j'ai pratiqué tous les jours, puis là je pratique tous les 2-3 jours le qigong. Et le yoga, ça a commencé il y a une dizaine d'années, par l'intermédiaire de mon ex-femme,
qui m'a dit mais tu devrais essayer le yoga, c'est pas mal. Et puis moi je suis tombé dedans, quoi, je trouvais ça génial. Et donc là j'ai pratiqué beaucoup jusqu'à faire un professorat, c'est-à-dire une certification. Donc j'ai passé 5 ans de formation dure, d'ailleurs très très dur, hein. C'était chaud. Hein. Et dans un yoga très particulier qui est le yoga du shivaïsme du Cachemire, qui est un yoga tantrique en fait. Le tantrisme n'a rien à voir avec tout ce qui est d'ordre sexuel et compagnie. Ça c'est vraiment une vision occidentale qui est très très perverse. Hein. Ok. Voilà. Et moi c'est aujourd'hui la philosophie un peu que je suis, hein, c'est le tantrisme du shivaïsme, hein, du Cachemire. Et qu'est-ce qu'elle dit cette philosophie justement? Qu'il n'y a pas de règles, Ok. qu'il n'y a pas de limite, que tu as droit à l'erreur, qu'il faut expérimenter pour savoir que c'est pas la bonne voie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contraindre, il faut y aller et constater que ça marche pas. Et donc revenir et avoir la sagesse de revenir vers un chemin plus en rapport avec ta vibration personnelle. L'idée, c'est vraiment de trouver comment tu vibres, en fait. C'est ça le truc. Hein. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait... voilà. Tout en ayant un lien très fort avec le sacré, toujours. Mais c'est beaucoup plus permissif. D'où ce que les Occidentaux ont gardé, d'ailleurs, du tantrisme, c'est-à-dire on a le droit de partouzer. Ce qui est complètement totalement faux. Il reste 2 temples, hein, à peu près, de l'époque du tantrisme. C'était avant l'arrivée des Aryens en Inde, hein, donc ça remonte à très très loin. C'est l'époque des Dravidiens, on appelle ça. Et il reste aujourd'hui 2 temples debout. À l'extérieur du temple, effectivement, tu as beaucoup de sculptures qui sont licencieuses, beaucoup de sculptures qui sont d'ordre sexuel extrêmement... voilà, c'est du sexe hard, quoi. Hein. Mais en réalité, plus tu pénètres à l'intérieur du temple, c'est-à-dire plus tu fais la démarche d'aller vers le cœur du temple, et donc la recherche du sacré, et plus les murs se vident de sculptures. Et quand tu arrives à la dernière enceinte des 2 temples qui restent, dans la dernière enceinte, en fait, tu n'as plus rien. Rien, c'est vide, c'est 4 murs et rien. Et l'idée, c'est d'arriver à là. C'est pas de rester à l'extérieur. Sauf que pour arriver à là, il faut passer par cette espèce d'extérieur. Tu peux pas renoncer, par exemple, au sexe si tu n'y as pas goûté. Tu renonces à rien, sinon. Tu peux pas lâcher prise si tu tiens pas. C'est vrai. Ils enseignent ça, le lâcher prise. Alors c'est bien, mais avant de lâcher prise, il faut d'abord que tu tiennes. Encore une fois, le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que souvent, on veut enseigner le lâcher prise à des gens qui ne savent pas encore ce qu'ils tiennent. À quoi tu tiens? À quoi tu tiens vraiment? Est-ce que tu tiens à ton diplôme, par exemple? Tu es philosophe. Est-ce que tu tiens à tes connaissances philosophiques? Si c'est à ça que tu tiens, il va falloir que tu lâches, mon gars, pour trouver qui tu es. Il y a un gars qui est merveilleux qui s'appelle Satprem, qui est un philosophe qui a connu la Shoah. Et il raconte, il dit, un juif, hein, évidemment, il arrive, il est pris, hein, il est embarqué, il arrive dans un camp, je ne sais plus si c'est Auschwitz ou ailleurs, enfin peu importe. Et il dit à un moment donné, vous voyez votre famille s'en aller, disparaître, ils sont tous envoyés dans les fours, quoi. Hein. Donc du coup, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus une famille. On vous enlève votre nom, on vous met un numéro, donc vous n'êtes plus un nom. On vous met tout nu, donc vous n'avez plus d'identité vestimentaire. Vous arrêtez de croire en Dieu parce qu'à ce moment-là, c'est plus possible, quoi. On ne peut pas se dire que là-haut il y a quelque chose. Donc vous n'êtes plus juif. Donc vous n'êtes plus juif, vous n'avez plus de nom, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus de vêtements, vous êtes tout nu. Et vous arrivez dans la pièce où on vous dit vous allez prendre une douche, et il raconte, il dit à ce moment précis, vous avez eu la chance, à ce moment-là, les Russes sont arrivés ils ont arrêté le truc, ils sont entrés dans le camp, et donc il a été sauvé. Il dit à ce moment précis, là vous savez qui vous êtes, pour de vrai. C'est seulement à ce moment-là que vous savez qui vous êtes. Parce qu'effectivement, on t'enlève un bout de doigt, t'es toujours toi. On te coupe les cheveux, t'es toujours toi. Ouais. On t'enlève un œil, t'es toujours toi. Ouais. On te coupe les 2 jambes, t'es toujours toi. Donc toi, t'es qui? Et la question, elle est intéressante. On t'enlève ton nom, demain tu vas dans un autre pays, tu changes de nom. T'es plus toi? T'es toujours toi, en fait. Donc tu changes de nom. Demain, tu te convertis à notre religion. T'es toujours toi. Donc finalement, la question, mais qui suis-je, elle est passionnante parce qu'elle ne passe pas par le nom, pas par l'identité familiale, pas par la religion, pas par le corps, forcément. Mais c'est une vibration. Pour moi, c'est une vibration. Enfin, c'est ce que j'en ai aujourd'hui déduit de mes travaux. Hein. Et on a une vibration qui est spécifique. Comme tu dirais, moi, je vibre en Do. Voilà. Je suis un Do. Et l'intérêt de se définir ou de se trouver comme une vibration, c'est qu'on a automatiquement d'autres vibrations qui vont rentrer en résonance avec nous. Inévitablement. Dans la musique, c'est ce qui se passe. Hein. Par exemple, une majeure, une dominante, va vibrer avec une tierce et une quinte, de manière très harmonique. Et donc, quand tu as un Do et que tu vas rencontrer un Mi,
ça se passera super bien. Parce que la musique sera jolie. Alors que si tu rencontres un ré, ça sera dissonant. Alors ça peut avoir du sens, hein, parce que le ré peut avoir du sens à un moment pour pouvoir faire justement prendre conscience très fort de l'assonance derrière ou de l'harmonie derrière. Donc il peut très bien avoir besoin de ces frictions dans les notes, donc avec les gens aussi, mais pour que derrière il y ait quelque chose d'autre qui naisse. Donc ça ne veut pas dire que ce soit une loi qu'il faut toujours être avec des gens qui vibrent avec toi. Mais quand tu as compris comment ça fonctionne, tu es hyper à l'écoute. Ah, lui, il vibre, ou elle vibre à ce que je vibre moi. Quand tu rencontres des gens, tu sens leur vibration ou pas? Ouais. Avec l'expérience aujourd'hui, ouais. Je sais quand ça va être bon, quand ça va pas être bon. Ok. Ouais. Et bien sûr, c'est par rapport à ta propre vibration. Ouais, complètement. Ok. D'où le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Ouais. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que du constat. Ouais. Ça, c'est génial parce que quelqu'un ne me plaît pas et je ne dis pas c'est un con. Il ne me plaît pas parce que, voilà, Ouais. il ne vivra pas comme moi, quoi, hein, c'est tout. Et il n'y a pas de jugement à apporter à aucun moment, il y a juste un constat. Ouais. Mais qui est automatiquement subjectif, c'est-à-dire qui est lié au sujet que je suis. On ne peut pas avoir autre chose que du subjectif. Mais et par rapport au jugement, ça me fait réfléchir parce que ça, c'est une réflexion personnelle que j'ai. Souvent dans la philosophie stoïcienne, on te dit justement abstiens-toi des jugements, il faut que tu te détaches du jugement parce que juger, en fait, c'est. En fait, quelqu'un qui juge, par exemple, lui dit oui, c'est un con, en fait, il met de côté toute la diversité et la pluralité de cet individu pour simplement une approche négative qui le rassure dans son propre être. Tout Ça, à on est fait. absolument d'accord. Ouais. En même temps, être un humain, c'est profondément être un homme de jugement. Parce que quand tu as des valeurs, tu sais ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien, et tu le dis au fond de toi, tu affirmes. Quand tu es un homme de valeur, tu sais ce qui est bon et pas bon. Et ça, c'est du jugement profondément. Et si tu veux avancer dans ta vie, il faut être capable de juger. Alors comment tu vois À ce ça? moment-là, je ne juge pas par rapport à toi, je juge par rapport à un corpus d'éthique ou de morale. Par exemple, ne pas tuer quelqu'un. Ouais. C'est pas toi qui décides de ça, c'est un corpus Ouais. éthique ou moral sur lequel il y a un consensus au niveau, par exemple, sociétal, Ouais. ou au niveau civilisationnel. Tu vois, ok les gars, on ne peut pas tuer. Voilà. Nous, on va aller là-dessus. Je parlais de ça hier avec mon fils au téléphone. On parlait de la peine de mort. Mhm. Je dis, moi, je suis totalement contre la peine de mort. Pour moi, c'est évident. On ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Mhm. Et le paradoxe, il est que si demain on touche à mes enfants, le gars, je le flingue. Ok. Et le paradoxe, il est simple à résoudre. Alors, il me dit, Ouais. mais comment tu résous le paradoxe? Je dis, le paradoxe est simple à résoudre. C'est un jeu d'échelle. À l'échelle collective, à l'échelle sociétale, civilisationnelle, je suis contre. Et pour moi, l'éthique, elle est là. Après, au niveau totalement subjectif, maintenant, je reviens au niveau du subjectif de la personne. Moi, j'ai, en cas, par exemple, de meurtre de mes enfants ou de viol de ma fille, j'ai une action qui va être contraire à ma pensée collective, qui n'est pas une pensée collective, qui est une pensée objective. Donc l'objectif et le subjectif, c'est deux choses différentes. Et elles sont paradoxalement opposées, mais elles vont ensemble. Elles vont ensemble. Ah, j'entends complètement que tu résolves le problème par une différenciation d'échelle entre Ah ouais. subjectif et objectif, Ouais. mais en même temps, si tout, c'est l'argument facile à opposer, si tout le monde se comporte de façon subjective selon ses propres besoins, ça marche pas collectivement. Si, parce qu'en fait, il y a un corpus qui va... Après, moi, je vais en prison, dans l'exemple que je te prends. Je vais en prison et j'accepte le verdict. Voilà, ok, bien sûr, je ok. ne le refuse pas. Je sais très bien que je suis hors la loi. Voilà. Et puis, ça concerne que quelques cas très particuliers. Le reste du temps, je serai plutôt en raccord avec l'éthique en général, avec la manière de fonctionner. C'est comme le feu rouge. C'est comme le code de la route. C'est-à-dire qu'il y a un code de la route. Voilà, tout le monde est plus ou moins d'accord pour le respecter. Après, à minuit ou 2h du matin, il n'y a personne sur une route de campagne, il y a un feu qui est rouge. Voilà. Et il y a des gens qui vont quand même le respecter. Il y a des qui vont... Moi, je ne le respecterai pas. Hein. Moi, Ok. je vais le brûler. Je le dis tout de suite. Hein. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'intelligence, de fait. logique aussi. Ouais. En fait, voilà, je ramène l'objet au sujet. Je quitte l'objet, la chose qui est très objective, très logique, très normative. Je viens sur moi. Et moi, ma vibration à 2h du matin, c'est pas de m'arrêter à un feu rouge, à un croisement, il n'y a qu'à personne. Quoi, et que j'ai une visibilité à 2 km. C'est bon. Quoi. Ça me fait penser, tu m'as dit... Alors, est-ce que tu peux me rappeler juste le nom de ce temple là où tu vois d'abord des images très Alors, charnettes? c'est des temples, en fait. Il en reste deux, il faudrait que je retrouve les noms. C'est un temple shivaïte, de tantrique. Si tu cherches normalement temple du tantra ou du tantrisme en Inde, tu vas trouver un ou deux noms. Et j'ai oublié parce que D'accord. Et en fait, mon cerveau est trop plein de choses. Quoi. non, ça se voit, ça se voit. Parce que justement, tout ce que tu m'as dit là, comme moi je suis philosophe, ça m'a fait penser directement à Platon. Oui, Parce bah que oui. justement, la théorie des idées, c'est que pour avoir l'idée, pour comprendre l'idée, pour accéder à la beauté, faut d'abord
se laisser attirer et séduire par la beauté des corps. Et c'est uniquement quand tu as la beauté des corps que tu l'apprécies, qu'après tu peux t'intéresser à la beauté de l'âme. J'en suis convaincu de ça. C'est-à-dire que je pense profondément que le corps ne ment pas. J'en parlais tout à l'heure, j'étais à la salle, donc j'étais avec un copain, bon, il est baraqué, il est beau, il a 28 ans, il est magnifique, il fait un 90. Et je dis putain, mais t'as plus rien à faire quoi, c'est génial. Il me dit ouais. Et il me dit, il commence maintenant à s'intéresser à d'autres trucs. Je dis ouais, parce qu'en fait t'as réglé le problème du corps, c'est réglé. Ça y est, tu peux passer à la suite. Le corps ne ment pas. Et il me disait moi à midi je mange pas, chez moi non plus je peux pas manger à midi. Il me dit mais en fait on a assez mangé ce matin, pourquoi on va encore manger à midi? Et il me dit mais les gens ils n'ont pas conscience de ça. Je fais non seulement ils n'ont pas conscience, mais en plus leur corps leur parle. C'est-à-dire qu'ils sont gros. Et quand ils se prennent leur douche et qu'ils se voient dans la glace, ils voient bien qu'ils sont gros. Donc leur corps leur donne un message. Alors attention, il y a des cas particuliers où les gens ont des maladies, etc. Il faut mettre ça de côté. Hein. Mais quand quelqu'un a pris 3, 4, 5, 6 kilos, il se met dans la glace, il voit bien qu'il a pris du bidon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps te donne un message. Il te dit, hé mon gars, là, ben voilà, c'est moins joli, c'est moins harmonieux. Avec ça, tu vas moins pécho, il faut être clair. Garçon comme fille d'ailleurs. Hein. Donc au niveau des relations d'une note à une autre note, ça va être moins compliqué. Tu seras un do qui sera un peu moins vibrant. Tout est cohérent chez moi dans ma manière de penser. Hein. Et donc pour rencontrer un mi qui te plaît, tu auras du mal parce que le mi, lui, ne verra pas un do propre. Il verra un do légèrement à côté. Donc voilà, et cette idée de rester le plus possible, le plus longtemps possible sur un corps harmonieux, ça ne veut pas dire un corps baraqué, musclé, tout ça. Hein. Ça veut dire harmonieux, quoi, qui fonctionne bien, qui est en relative bonne santé, qui est respectueux. Il y avait une pub que j'aimais bien, c'était 2 verres ça va, 3 verres bonjour les dégâts. En fait c'est vrai, c'est-à-dire que tu bois 2 verres, ben, t'es désinhibé, c'est super, puis tu en bois 4 et ça y est, t'es bourré, tu sais plus où tu es. Il y a toujours cette espèce de moment où ton corps te dit non mais là ça marche plus, est-ce que tu arrives à regarder les choses? Non, elles tournent, donc c'est plus bon. Arrête, reviens. Donc le corps pour moi c'est fondamental. Alors moi j'ai une pratique du corps depuis toujours, hein, puisque j'ai fait STAPS, après... T'as fait STAPS? Ouais. Ah ouais, ok. À 17 ans, je suis parti faire STAPS. J'ai fait 2 ans et puis ça m'a... Ok. C'était compliqué, quoi. J'avais un peu de mal avec la France, la métropole. Ouais. Ah oui, parce que toi, t'es réunionnais. Ah bah oui. Forcément, non. Ah oui, t'es en métropole, ça t'a pas trop plu, c'est ça? J'arrivais pas à m'adapter, en fait. C'était compliqué. Je trouvais les métropolitains complètement comme des étrangers. Pour moi, c'était compliqué. Ah ouais? Ouais, puis moi, je venais de la Réunion, c'était le paradis. Hein. J'étais en plus du bon côté de la barrière ici. Hein, donc j'étais... voilà. Je faisais du surf, club de tennis, avec de l'argent. Je vivais une vie extraordinaire, quoi, une vie magnifique. Et tu sais, en relisant, hier, je prépare l'interview avec Prosper Eve, tu vois. Oui, je le sais. Tu le connais, je pense, en plus. Prosper, il disait justement que les premiers arrivants sur l'île de la Réunion, il disait justement qu'il voyait cette île peut-être comme un Éden. Ah mais complètement, totalement. D'ailleurs, ils ont été envoyés en prison ici, et puis quand ils ont venu les récupérer quelques années plus tard en disant voilà, il faut quand même aller chercher les pauvres, ouais. Ils ont dit non, mais nous on veut pas repartir, on reste ici. Non. Ouais, ça s'est passé comme ça en fait. Ah ouais. Au niveau historique, donc c'est intéressant. Et ça est-ce que c'était différent justement de la Guyane par exemple? Bah déjà au niveau température, la Guyane c'est équatorial, c'est hyper dur, hein, la Guyane. Hein. Ici c'est tropical. Ah ouais. Et puis tu n'as pas de forêt, t'as pas d'animaux dangereux. La Guyane, tout de suite tu fais quelques pas dans la forêt, la jungle amazonienne, tu morfles. Hein. Ici non, t'as pas de jungle amazonienne. Quoi. Tout à fait. Ici t'as pas de serpents dangereux, etc. Non, ça c'est vrai, ça c'est un point intéressant à noter. Donc c'était. Et puis il y a de l'eau. Il y a de l'eau douce tout le temps, toute l'année. Ah ouais. Et ça c'est quelque chose de fondamentalement important quand tu veux vivre quelque part. Ah ouais, c'est vrai ça. Ok. C'est marrant que tu vois les métropolitains comme des étrangers. Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Mais à l'époque, quand je suis parti, j'ai pas senti. Pour donner un exemple très simple, je suis rentré à La Réunion. Je suis reparti dans 22 ou 23 ans. Je ne sais plus faire des études de droit. Ouais. En licence. Je suis parti en licence. 24 ans. Et quand j'arrive, je prends un logement étudiant qui m'est donné par le Crous. J'arrive à avoir un logement, c'est un peu compliqué, mais il me donne un logement dans le bâtiment des étrangers. C'est-à-dire qu'en tant que Réunionnais, il me loge dans le bâtiment des étrangers. Donc en 1788. Donc je suis encore considéré comme un étranger. C'est-à-dire que et là j'avais dit mais il n'y a pas de place dans les bâtiments pour les Français. Il a dit non mais vous êtes des DOM. Les DOM c'est avec les étrangers. C'est à 88 hein. Et, tu sais, ce genre de petites choses mis bout à bout en fait. Ouais. Fait que tu sens bien qu'il y a une distance entre toi et les métropolitains, qui aujourd'hui est gommée, je pense. Hein. Je vois mes enfants n'ont pas du tout ce problème-là. Ah ouais. Voilà. Peut-être aujourd'hui c'est plus gommé. Ouais. Surtout vis-à-vis de la Réunion. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Réunion c'est la 13e région de France. Ouais. Ah ouais. Ouais.
Au niveau des architectures, des infrastructures, quand tu arrives ici, c'est vrai que C'est la France, hein. ouais, Ouais. c'est vraiment bien développé. Voilà, quoi. Pratique, Oui, ouais. yoga. Mais pour revenir à Platon, oui, moi je suis entièrement d'accord avec cette manière de fonctionner. C'est-à-dire que le corps d'abord éprouve, Ouais. et après seulement on passe à la suite, hein. J'avais un sage que je connaissais qui disait on ne remplit pas le ventre d'une femme avec des mots. On ne remplit pas le ventre d'une femme avec des mots. J'ai adoré. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut être dans le concret, quoi. Et après, tu passes à mettre une pensée peut-être correcte et concrète. Tu prends un gars comme Socrate. Ouais. Socrate était lutteur. Ah, Il faisait les Jeux Olympiques. c'est possible. Non, mais c'est pas si c'est certain. C'est certain. On Là, verra ça, je savais pas. C'était un lutteur. Il faisait les Jeux Olympiques Ok. de lutte. Ok. Et il disait, comme il n'a pas écrit. Platon l'a rapporté. Platon l'a rapporté. Ouais. Parce qu'il n'a pas écrit qu'on ne pouvait pas aborder une pensée correcte si le corps n'était pas, lui, dans un minimum de fonctionnement correct. Voilà. Et il avait cette pensée. Il disait il faut que le corps soit bon, fonctionne correctement. Sauf cas particulier, attention, il y a toujours des cas à part, hein, où quelqu'un peut être complètement handicapé et avoir une pensée magnifique. Hein. Ouais. Mais de manière générale, je parle pour le grand nombre, Ouais. il faut quand même que le corps soit relativement en bonne santé pour que le reste suive. C'est marrant que tu me dis ça parce que là, tu as vraiment l'interprétation corporelle de Nietzsche, de Platon et Socrate. Et justement, Nietzsche fait l'inverse. Il dit justement que Socrate et Platon, ils ont négligé le corps. Et Nietzsche interprète Socrate comme quelqu'un de fondamentalement laid, parce que sa philosophie est laide. Puisque c'est une philosophie, selon Nietzsche, qui nie le réel au profit de l'idéal. D'accord. C'est mauvais, donc c'est marrant que tu fasses cette Ouais, réflexion-là. Parce que Nietzsche, justement, il a eu l'inverse. Ok. Alors moi, j'ai vraiment une approche qui consiste à essayer de relier toutes les choses. Ouais. À pas créer de scission. C'est très oriental, ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à dire il y a ça d'un côté, ça de l'autre. Il y a l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Encore une fois, c'est comme l'eau dans l'océan tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce que la goutte est différente de l'océan? Il y a l'océan, quoi. On peut créer des différenciations pour des raisons pratiques. Tu vois, pour des raisons de raisonnement intellectuel et que c'est plus pratique pour en parler. Effectivement, si tu as une blessure, elle sera corporelle. Voilà. Et c'est plus pratique de dire on va aller sur le corps uniquement. Mais on sait aujourd'hui que beaucoup de mots MAUX sont liés à des problématiques qui sont d'ordre psychique, d'ordre émotionnel, et que c'est très très lié, quoi. Voilà. C'est possible ça. Ouais, aujourd'hui, une grande partie de la médecine prend en considération et même le juste fait que ce soit totalement lié, tout ça. En fait, tout est lié, c'est-à-dire que les blessures justement psychologiques atteignent corporellement et les blessures corporelles atteignent ta psychologie. Bien sûr. Et donc ça fait un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Bien sûr. Quand quelqu'un, par exemple, a des problématiques liées à la colère, c'est-à-dire qu'il va avoir une vie extrêmement colérique, c'est souvent lié à des problématiques de foie et de digestion. C'est possible ça. L'intestin, c'est le deuxième cerveau. Et du coup, par la médecine chinoise traditionnelle, par exemple, ils vont faire ce qu'il faut pour réguler, redonner, donc enlever l'excès de yang, il dit, dans le foie pour mettre plus de yin. En fait, c'est leur pratique à eux, mais qui est reconnue. Aujourd'hui, l'acupuncture, c'est une médecine qui est reconnue. Ah ouais? Ah oui, je vais regarder. C'est une Ça médecine, aussi, je vais regarder. Reconnue, énergétique. En France, les acupuncteurs ont pignon sur rue. Ils ne sont pas du tout, comme vous savez, comme des charlatans ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a fait des tests randomisés, etc. On voit qu'il y a une amélioration concrète? Ouais. Bien sûr. De toute façon, à un moment donné, il faut arrêter de dire qu'il y a 1,5 milliard de Chinois et 1,5 milliard d'Indiens, que c'est tous des cons. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter de croire que parce que nous... Alors ça, c'est très français, ça. Nous on est 30 millions d'habitants adultes à penser, et on considère que les 8 milliards sur Terre, c'est tous des connards. Voilà. Et donc 1,5 milliard de Chinois, 1,5 milliard d'Indiens, un peu moins, 1,4 milliard, non, ils sont dans l'obscurantisme. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Okay. Il faut juste arrêter. Tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué, que tu m'avais dit, et je rebondis parce que tu l'as mentionné, tu m'as dit Socrate n'a pas écrit. Et il y a une phrase que tu m'as dite qui m'a beaucoup marqué, c'est les grands n'ont pas écrit. Est-ce que tu peux me développer un petit peu ça? Oui, alors ça c'est un truc qui m'avait été transmis par un de mes professeurs d'arts martiaux, un professeur de sabre qui s'appelle pas Miyamoto Musashi, c'était trop bien, j'aurais adoré. Non, c'était comment il s'appelait? J'ai oublié son nom, tu as la mémoire, moi elle s'en va. Bon, peu importe, ça me reviendra. Shigeru Uemura, voilà, très très grand maître de sabre et d'arts martiaux. Et j'avais fait un stage avec lui. Et c'est lui qui un jour nous dit, mais les grands maîtres n'enseignaient pas par les mots. Parce qu'en fait, il faisait une démonstration, on ne comprenait pas. Il disait, mais vous ne comprenez pas ce que je fais? Non, on ne comprend pas. Il dit, ok.
Et là, il a demandé à ce que chacun des élèves vienne et mette sa main sur lui, sur ses muscles, en fait, sur ses cuisses, pendant qu'il pratiquait. Et effectivement, là, moi, j'ai compris. Là, j'ai compris. En mettant la main, j'ai compris des choses. J'ai compris que ce n'était pas les muscles qui devaient se mettre en route à ce moment-là qui se mettaient en route, c'était d'autres muscles qui faisaient les mouvements, notamment des mouvements, par exemple, quand tu fais un mouvement de flexion, par exemple, tu vas avoir certains muscles qui vont se mettre en route. En fait, dans les arts martiaux, c'est les muscles inversés qui se mettent en route. En fait, quand tu te plies vers le sol, tu tombes. Tu ne retiens pas. Voilà. Donc, tu inverses. Quand tu avances, tu ne bascules pas, tu tires. Ok. Ouais. Intéressant ça. Ça, c'est les principes même de tai chi, du yoga. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand tu fais ça, les gens, ce qu'ils voient comme mouvement, c'est ça. En fait, ce qu'il y a comme mouvement, c'est ça. Mais non, pas bouger. Les gens voient ça comme mouvement. En fait, il y a ça comme mouvement. Et souvent, l'œil ne voit pas. Il voit pas. L'œil, il voit ça. Sauf que le maître, il enseigne ça. Ouais. Parce qu'il y a une attaque de front, et tu fais ça. Ouais. Donc, le coup, il part ici. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu as un coup et que tu fais ça, tu vas être dans la lutte forte, parce qu'il y a beaucoup de force qui arrive en face. C'est simple à comprendre, ça. Alors que ça arrive en face, tu fais ça, paf. Mais de l'extérieur, ce que tu vois, toi, c'est ça comme mouvement. Et donc, il nous disait, mais vous voyez pas qu'en fait, j'ai pas avancé, j'ai reculé. Et donc, il me disait, en fait, c'est normal, on ne peut pas enseigner avec les mots. Je peux vous dire ça, mais vous ne comprenez pas. Il faut que vous veniez, que vous touchiez, que ce soit éprouvé avec l'âme, avec une sensation. C'est sensitif. Et c'est pour ça qu'en réalité, beaucoup d'enseignements des grands maîtres sont sans trace écrite. Sont sans trace écrite parce qu'ils ont eu besoin de délivrer des messages qui ne passaient pas par les mots, qui passaient par quelque chose de l'ordre de l'énergétique, de l'ordre de la sensation, de l'ordre de la connexion avec l'univers, mais c'est pas des mots, c'est pas possible. Et alors, deux choses par rapport à ça. Un, est-ce que tu penses pas que justement, il y a aussi un plaisir sensoriel ou une sensation intellectuelle qui arrive en lisant? Mais bien sûr, faut pas le nier. D'ailleurs, tu parles de plaisir, c'est un des points fondamentaux, je sais pas comment on dit, du tantrisme. C'est-à-dire que le plaisir, il est au centre du système. Ok. Il faut qu'il y ait du plaisir. Voilà. Ok. Et deuxième chose par rapport à ça, est-ce que aussi, justement, tu vois, un enseignement qui est si puissant, si fort, peut-il se transmettre? Et je pense notamment, quand tu dis les grands n'ont pas écrit, tu penses à, j'imagine, Jésus, Bouddha. Même Mahomet n'a pas écrit. Même Mahomet n'a pas écrit. Même s'il est controversé, parce qu'effectivement, on peut avoir des controverses sur cette religion, mais il n'a pas écrit. C'est qui l'auteur du Coran, alors? Ce sont des gens qui ont connu Mahomet, qui ont écrit après. D'accord. C'est comme pour... c'est exactement... Alors, on dit que l'écriture a été révélée. Hein, c'est ce qu'ils disent dans l'islam. Oui. L'écriture a été révélée et les gens ont écrit sous l'ordre du divin, en fait. Hein, mais ce n'est pas Mahomet qui a écrit. Lui n'a pas pris la plume. Tu vois, lui, il n'a rien écrit lui-même. Tout comme Jésus n'a rien écrit, Bouddha n'a rien écrit. Et tu prends plein d'auteurs. Socrate n'a rien écrit. Tu regardes bien. Par contre, il y a toujours des gens pour dire « Ah, il a dit ça ». Ah, il y a toujours. Ouais. Ah, il a dit ça. Ouais. C'est pour ça que je me méfie toujours de ceux qui ont dit, qui écrivent après. Moi, je suis très méfiant par rapport... Ok. Et alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand tu as un enseignement si fort, si puissant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mission, en tout cas un intérêt, en tout cas une valeur, justement à retracer pour pouvoir le transmettre au plus grand nombre? Parce que quand tu écris, si tu n'écris, c'est quelque chose que tu vas pouvoir transmettre sur de plusieurs générations. Et c'est comme ça en partie que l'enseignement de Jésus a été maintenu. Parce que sans doute, s'il aurait fait ça sans trace écrite, il aurait déjà été oublié. Tout à fait. Donc, ça a une vertu, l'écrit. Hein, sauf que l'écrit s'adresse essentiellement à l'intellect. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu veux transmettre. Ouais. C'est comme si tu écrivais, je vais être cru, tu écris un livre érotique. Ouais. À aucun moment, celui qui lit ça va savoir ce que c'est de caresser une femme. Ouais. C'est vrai. Tu vois, tu peux décrire, tu peux dire, voilà, le grain de la peau sous la main fait penser au velours, je sais pas, ce que tu voudras, j'ai senti ceci, cela dans mon corps. Tu peux écrire ce que tu veux. Celui qui le lit va comprendre tous les mots parce qu'il a un bac plus 25, il va dire, ok. Mais s'il n'a pas caressé une femme, il ne saura pas ce que c'est. Et c'est en ce sens qu'on revient sur le corps. Le corps doit d'abord éprouver. Et quand tu as éprouvé, et que si tu lis un livre érotique, après avoir éprouvé, tu sais, tu reconnais.
Mais ça, c'est. Tu reconnais. C'est-à-dire que tu connais déjà, donc tu reconnais. Et donc, tu vas être touché, tu vas être au sens musical du terme, par une vibration qui te plaît. C'est-à-dire que la manière dont l'écrit évoque quelque chose va te plaire. Ce sera pareil pour n'importe quoi. Je prends l'exemple de l'érotique parce que c'est facile, mais les concepts philosophiques peuvent être parfois jouissifs quand ils te touchent. Ça peut te mettre dans un état en disant waouh, mais oui, mais bien sûr. Parce que c'est l'instant T où il faut que ça te touche au bon endroit, bon moment, et ça marche. Voilà. Donc oui, il y a une vertu à l'écrit, mais ça ne s'adresse qu'à l'intellect. Ça, j'avais compris ça totalement parce que quand j'étais en 4e, j'ai lu Andromaque de Racine. Et je trouvais ça super beau, ce qu'on pouvait faire avec la langue, l'alexandrin, la force des mots. Ouais. Mais je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais rien. Parce qu'en fait, Andromaque, c'est juste des histoires d'amour. Bien sûr, c'est que ça. Et c'est dramatique d'ailleurs. Hein. Très dramatique. Et c'est que quand je suis moi-même tombé amoureux vraiment fondamentalement dans ma chair, que là, j'ai relu, j'ai fait « Ah ok ». Le drame de la séparation, c'est quelque chose, si on le vit pas, comment on peut savoir ce que c'est que d'être amoureux et puis d'être largué ou d'être toujours amoureux de la personne qui t'aime plus ou qui a plus envie ou qui peut plus. C'est quelque chose qui t'attrape ici, là, ici et qui te déchire. Mais ça, si tu l'as pas vécu, quand tu vas lire les mots, ça te fera pas grand-chose. Tu vas dire « Ah, c'est beau ». Voilà. Tout à fait. C'est joli. Ça va être du Netflix, quoi. Et en même temps, il y a aussi l'autre aspect, c'est que parfois, la lecture peut anticiper l'expérience. Ça arrive, mais là, ça s'adresse à des gens uniquement qui sont déjà au départ des intellectuels, ça je pense. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a des gens dont l'outil, la vibration, en fait. Peut-être, ouais. Il y a des gens dont l'outil, la vibration, c'est l'intellect. Quelqu'un comme Hawkins, qui était le chercheur physicien qui a travaillé sur les trous noirs, sa vibration, elle est intellectuelle. Ouais. Elle est intellectuelle. Et je me souviens, c'était qui l'avait croisé, qui avait c'était un sportif, alors, je ne sais plus lequel, je ne vais pas te dire lequel, qui était avec lui dans l'ascenseur et qui raconte, il dit, je suis là dans l'ascenseur avec Hawkins, je me dis, putain, j'ai de la chance, quand moi je suis un super sportif de haut niveau, il est là à côté de moi. Et en ils se croisent du regard, ils se regardent, et ils disent, ce que j'ai vu dans le regard de cet homme, c'est qu'il était 1000 fois plus habité et vivant que moi. Non. Ouais. Et il raconte ça. Alors, je sais plus c'est qui. J'avais lu ça, j'avais trouvé ça génial. Et en fait, il racontait que la vie dans le regard de cet homme était extraordinaire. Il était habité, mais parce que c'était un intello. Dès le départ. Ouais. Et toi, comment parce que toi, tu vis direct à une vibration intellectuelle quand même ou pas? Ouais, je suis sensible. Je suis très sensible à l'intellectuel. J'essaie d'être complet en fait. Je me suis rendu compte que j'avais une forme d'équilibre entre les trois. Je pense que je suis plus physique que émotionnel et intellectuel, je pense, parce que je peux me passer de lire pendant quelques jours. Ouais. Je peux pas me passer de pas bouger pendant quelques jours. Ça je sais. Et donc du coup, je me vois bien que je passe d'abord par l'outil physique. Mais si tu me mets avec des gens qui font tous que du sport, je suis pas bien au bout de quelques heures. C'est-à-dire que je m'ennuie, mais profondément, tu vois. Voilà, ça arrive très très vite. D'ailleurs, Staps, ça a été le problème, c'est que je m'ennuyais beaucoup avec ces gens-là, quoi. Mes co-religionnaires c'était pas voilà, et sans aucune forme de mépris. Par rapport à ça. Voilà, j'aimais bien le juron préféré de Coluche, sportif. Voilà, ça résume un peu ça. Moi, j'ai une forme d'équilibre. Je sens bien qu'en moi, c'est très équilibré. Okay. Voilà. Et j'ai besoin de lire, comme tu peux voir, il y a des bouquins partout. Ça, on peut voir. Ouais. Est-ce que dans ta carrière de lecteur, il y a un bouquin ou deux dont tu peux nous parler qui t'a un peu marqué? Ouais, il y a un premier bouquin, j'étais très jeune, qui s'appelle toujours L'ouverture du chemin. Ok. Et d'une autrice inconnue, c'est une femme, qui s'appelle Isha Schwaller de Lubix. Donc totalement inconnue, hein, mais... oui, j'ai jamais entendu parler. Ouais, mais... Ok. Et qui évoque justement cette idée de comment on prend un chemin d'être, voilà, d'existence. Et le bouquin commence par « À quoi bon ?» Point d'interrogation. J'ai adoré. Et là-dedans, elle démarre. C'est une des premières femmes à avoir fait du yoga en Europe dans les années 50, 40, 50. Donc elle était déjà habitée physiquement par pas mal de choses. Voilà. Et c'est un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais 16-17 ans. Ouais. Sinon, il y en a tellement des fois... je sais pas, la dernière fois j'ai lu un roman, c'est Siddhartha de... Siddhartha de Hermann Hesse. Ouais, ça m'a... Je dis, ouais, ça correspond exactement à ce que je pense. C'est-à-dire, on ne faut pas se prendre le chou, hein, c'est pas ça. Tu vois? Alors, je ne l'ai pas lu comme ça, mais moi, quand je l'ai lu, c'était un bouquin révélation pour moi. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé en tant que roman. Après, les gars de recherche, il y en a tellement.
Je crois profondément à la notion d'instant. C'est-à-dire qu'il y a un bouquin qui te marque à un instant. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que le même bouquin, tu vas le lire 10 ans avant ou 20 ans après, il n'aura pas la même incidence. Ouais. Voilà. Il y a vraiment cette idée de justesse de l'instant présent. Voilà. Il faut que ce soit juste. Donc, est-ce qu'il y a un bouquin qui me marque? Peut-être le dernier que j'ai lu. Voilà. Peut-être, mais ce sera peut-être pas forcément celui qui, toi, va t'intéresser. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, en fait. Ouais, je vois très bien. À une époque, je prenais des bouquins de recherche, comme ça, j'allais dans le rayon recherche, Ouais. anthropologie, sciences, ésotérique, à la FNAC, tout ça, j'allais, et puis je me baladais, et je prenais un bouquin au hasard. Ah ouais. J'ai fait ça pendant 15 ans, quasiment. 15 ans. Ouais. Ok. Et c'était toujours juste, Ah ouais. tout le temps. Ouais. Ok. Paf. Des fois, c'était une couve, je regardais une couve, le nom d'un auteur, j'aimais bien son nom, ça sonnait bien, et ça marchait toujours bien. Toujours. Moi, jamais je fais ça. Moi, C'est j'allais. Jodorowsky, c'est un hyper célèbre scénariste de BD. Et un jour, il est convoqué, il est invité par son dessinateur qui dit: j'arrive pas à dessiner les robes de telle fille, là, je comprends pas comment il faut faire. Il dit: mais tu t'inquiètes, mais prends dans ta bibliothèque, il y a plein de références. Il dit: mais comment ça? Il dit: regarde. Et il prend un bouquin au hasard, il ouvre comme ça, il tombe sur une double page de vêtements. Voilà. Il dit: ben voilà, c'est bon, ce sera comme ça. Faire confiance aussi un peu au hasard. Après, c'est notre débat de savoir s'il existe ou pas. Mais avoir confiance dans ces espèces c'est encore une fois l'océan. Tu es une goutte d'eau dedans. Par moments, c'est la tempête. Par moments, c'est le calme plat. Par moments, tu es au bord, du littoral. Par moments, tu es en pleine mer. Où que tu sois, il y a quelque chose à faire. Soit être hyper actif, soit être hyper contemplatif, peu importe. Mais voilà. Là, je vais bouger, je prends l'avion après-demain, je ne vais pas être contemplatif pendant 10 jours. Quand je vais être avec mes enfants, ça va bouger dans tous les sens. Voilà. Toujours une espèce de justesse. Et la justesse, elle n'est pas fonction de soi, elle est beaucoup fonction de la musique qui se joue autour. Encore une fois, je joue en do. Sur l'exemple, le même exemple, hein. J'essaie de trouver des endroits où l'orchestre joue un peu dans ma tonalité. Bah oui. Je vais écouter des musiques, voilà. Ah tiens, là, ça joue dans ma tonalité. J'y vais. Mais s'ils jouent un morceau qui me plaît pas, je vais quand même le jouer avec eux. C'est ça l'idée, tu vois, qui me plaît pas. Au cas que j'ai pas envie de jouer, moi je voulais faire un slow, ils font finalement un rock. Ok, d'accord les gars, mais c'est en do, c'est ma vibration de toute façon, donc ça marche. Même si j'avais envie d'être un peu contemplatif. C'est comme quand tu sors le soir, t'es un peu fatigué. Et puis à 9h30, 10h, tu dis: oh, je rentrerai bien, puis finalement il y a une super bonne ambiance. Tu vis, tu vas quand même vivre le truc. Même si toi, tu as une envie un petit peu différente, mais comme la vibration est bonne, tu vibres. Toi qui es musicien, comme tu en parles, la musique, ça t'a apporté quoi dans ta vie? La relation humaine. Ok. Ouais. Le fait d'être avec d'autres personnes qui jouent de la musique. Et qui fait que l'échange, le langage, il n'est pas intellectuel. Et il est très peu corporel. Il est essentiellement émotionnel. Ok, donc la musique pour toi c'est émotionnel. Ouais. Okay. Alors, il faut le petit corporel, c'est-à-dire qu'il faut les instruments, il faut les doigts, il faut parler, moi je chante, hein, donc il y a des mots, mais la manière dont les musiciens entre eux interagissent, c'est émotionnel. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est thérapeutique, hein. C'est hallucinant, ça guérit tout. Hein. Ça guérit tout, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. T'es pas bien, tu retrouves ton groupe, tu joues, waouh. Quelle différence tu ferais entre une thérapie qui se fait par exemple par la méditation, par le sport, et une thérapie qui se ferait par la musique? Aucune. Non, aucune. Ah ouais. Encore une fois, c'est le bon outil à l'instant T par rapport à la personne et sa vibration. La méditation, pour un occidental à l'âge de 20 ans, c'est compliqué hein, d'aller méditer à 20 ans. Hein. Oula, moi tu m'aurais dit à 20 ans, va méditer, je t'aurais dit non, tu m'oublies mon gars. Hein. J'étais trop hyperactif comme garçon. Tu vois, il y a aussi encore une fois, c'est la justesse de l'instant. Ouais. Voilà. Là, à mon âge, quand je médite, j'éprouve une grande joie. Je me mets en posture, je monte à pied le matin. Ça me plaît. J'ai vraiment une sensation de m'enraciner dans quelque chose de réel. Quand j'avais 20 ans, non. Quand je me réveillais, c'était avec la trique, hein, excuse-moi, mais voilà, j'avais tiré un coup, hein, c'était tout. Ok. La vérité du corps. Ouais. J'essaie de pas tricher avec ce que je vois et ce que j'entends de moi-même. Et de l'alentour. Intéressant. Ce qui oblige évidemment parfois à accepter de faire des erreurs, à se dire tiens, j'ai l'impression qu'il faut aller là, j'y vais, puis non, finalement non, c'est pas bon.
Mais comme tu disais au départ, c'est en faisant justement l'erreur, en tenant quelque chose qu'après tu peux apprendre justement à le lâcher au bon moment. Ah, pour moi, c'est fondamental. On doit, c'est Papin, c'est un philosophe là, actuellement très en vogue qui a fait un bouquin sur l'erreur, sur l'apprentissage par l'erreur. Papin, c'est pas Charles Pépin? Pépin, oui, Pépin. Ouais. Ouais, je dis Papin, je pensais. Footballeur, ouais. Footballeur. Pépin, ouais. Ouais, ouais. Un bouquin que j'ai lu, je le vois quelque part par là, c'est très sympa. Parce qu'au niveau pédagogique, nous, c'est important dans mon métier d'accepter l'erreur de l'élève. Quoi. Au contraire, c'est là-dessus qu'ils progressent. Par exemple, mes élèves, moi, ils n'ont pas le droit d'utiliser le blanco, ils doivent raturer. Ok. Et quand ils me rendent une copie, par exemple, je veux les ratures. Je les veux. Ah ouais? Et quand ils font un exercice, ils n'ont pas le droit de faire au crayon et de gommer. Ok. Parce que justement, je dis, quand vous allez apprendre votre leçon, derrière, il est impératif que vous voyez là où vous avez à choper, là où il y a eu un problème. Pas du coup, vous ne referez pas l'erreur parce que vous l'avez vu. Et comme vous n'aimez pas ces espèces d'étrons là sur votre feuille, vous aimez votre feuille bien blanche, bien propre. Ouais. Là, vous avez un étron, là, vous avez un truc, ça vous plaît pas. Et bien comme ça vous plaît pas, vous allez vous en souvenir. Ouais. Que là, là j'ai fait une erreur, j'ai fait une connerie. C'est quoi la connerie? Ah d'accord, c'est ça. Je la referai pas. L'erreur, elle doit être digérée. Il faut l'intégrer, l'imprimer. Si c'est juste une erreur comme ça, tu vas recommencer la même connerie sinon. Si tu gommes ton erreur, si tu effaces ton erreur. Alors que c'est par l'erreur que tu apprends. C'est par l'erreur que tu apprends. Après, il y a des erreurs qui sont. Le mec qui a tué quelqu'un ou qui a violé. Voilà, là, c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Hein, Exactement ce que j'allais dire. Donc on change un peu de registre. Mais là, du coup, on ne peut pas effacer et c'est trop lourd à porter derrière. Mais la plupart du temps, nos erreurs, voire nos fautes, il faut les avoir à l'esprit présentes. Dans le bouddhisme, on te dit c'est les toutes petites fautes, toutes petites erreurs que tu fais qui vont faire que tu auras des regrets. Et ces petits regrets vont te permettre d'avancer. Ouais. Voilà. C'est vrai que quand moi je me suis rendu compte que j'avais fait par exemple certaines fautes morales auprès d'individus, eh bien ces fautes-là, je les regardais en face et je me disais ok, bah la prochaine, exactement, j'essaierai de faire mieux. Justement, j'essaierai de pas faire comme ça. Et puis après la prochaine, tu refais une autre erreur. Et après, tu recommences, et ainsi de suite. Oui, sauf que tu as une montée comme ça en spirale. Mais oui, voilà. Et où tu reviens effectivement au même endroit à un moment donné. Ouais. Tu refais une erreur qui est différente parce qu'elle n'est pas au même point. C'est ça, exactement. Mais ça te permet aussi de continuer à avancer. Ouais. Il faut se pardonner. Ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué à faire, mais en même temps qui est une clé. Hein, et pardonner aux autres et demander pardon. Et c'est quelque chose qui est merveilleux, ça, le pardon. T'es déjà allé avec quelqu'un avec qui tu avais fait une faute morale et tu lui as dit ouais, pardon Oui, okay. Oui, et de manière très, très nette. Okay. Très très net, en disant voilà, je viens te présenter mes excuses. J'ai eu tout faux. Et par exemple, est-ce que tu peux nous dire un exemple d'un truc où tu as eu complètement faux et qui toi t'as vraiment marqué et t'as appris quelque chose par rapport à ça? C'est arrivé souvent. Hein. Et je prends l'exemple de mon ex-belle-mère, par exemple, que je considérais comme quelqu'un d'un peu, voilà, parce que c'est une femme, une ouvrière, ouais. Tu vois, bac moins 15, etc. J'avais tendance à 15 carrément. Non, mais c'est façon de parler. Ouais. J'avais tendance à être un petit peu hautain, tu vois, avoir ce côté un peu, moi je sais. C'était il y a 25 ans. Hein. Moi je sais, je suis celui qui sait. La posture de l'autorité et à être un peu dans le dénigrement. Et cette personne en a souffert. Elle en a souffert. Et un jour, je me suis excusé. Quelques années plus tard, je dis voilà, j'ai été en dessous de tout. Je te présente mes excuses. Tu es une femme magnifique, merveilleuse, parce qu'en fait, il y avait d'autres choses qui étaient merveilleuses chez cette femme. Bien sûr. Merveilleuse, pardon. Et finalement, j'ai écrit une lettre, hein, pour que l'écrit reste. D'accord, ah ouais. Ah ouais, c'est même pas des mots, je t'écris. Voilà. Ok. Et c'est là où les mots peuvent être intéressants. Ouais. C'est là où l'intellect peut être intéressant parce qu'il te permet de raisonner et de dire voilà, tac, je me trompe. Qu'est-ce que ça génère chez moi ici? Ah, mais quand je pardonne et quand je me pardonne, ça se lâche, ça se libère. Il y a un truc en moi. Et là, voilà, c'est un exemple. Et je me suis rendu compte que voilà, le côté hautain que j'avais, il disparaissait de plus en plus. Une chose qu'on me disait quand j'avais 20 ans, c'est que j'étais très hautain. Aujourd'hui, on ne me le dit plus du tout. Et donc, du coup, ça veut dire que si on ne me le dit plus, qu'il y a quelque chose qui a été réglé. Ouais. Voilà. Personne ne me dit, voilà, tu as été quelqu'un d'autant. Ça fait des années que ce n'est pas arrivé. Alors que j'avais 20 ans, c'était systématique. Hein. Mais ça me fait penser un peu à moi. C'est quand, surtout quand j'avais 18 ans, quand j'ai été accepté à Louis-le-Grand. Alors là, mais c'était fini, quoi. C'était mort, quoi. J'étais en prépa à Louis-le-Grand. Quand j'entrais du lycée, je voulais que tout le monde me voie en mode ça y est, il y a ce côté où on est un petit peu suffisant quand on a les moyens de l'être. C'est-à-dire que moi, je suis sorti, quand j'ai passé le concours de STAPS, il n'y avait que 3 reçus à La Réunion. Hein, je faisais partie des 3. Ok. Et j'avais eu 20 dans tous les tableaux, quasiment, en sport. Donc, c'est moi la bête, quoi. En deuxième année de droit, je suis sorti dans les premiers. Je suis 2 premiers ou 2e, je ne sais plus, major, promotion. Enfin, voilà, sur 400 élèves.
c'est moi la bête, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, tu as cette espèce de nourriture qui fait que tu as raison d'être hautain. Exactement. Tu te donnes des raisons. En fait, il faut longtemps pour découvrir que non, c'est le contraire. Ça doit te donner des motivations pour devenir humble, Exactement. mais pas faussement humble. Hein. Attention, hein, pour devenir juste. Voilà. C'est-à-dire que tu vibres en do, mais pas la peine de mettre le haut-parleur à 200 décibels, ça sert à rien. Ouais. C'est ça être hautain en fait. C'est pas hein, parler trop attention, proche hein. du micro. Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est inutile. Ouais. T'as pas besoin de dire que tu es le meilleur combattant du monde. Si tu l'es, si quelqu'un te frappe, tu l'éclates, puis c'est tout. Point barre. T'as pas besoin de le dire. Totalement d'accord. Voilà. Et il y a cette espèce d'idée, bah, ça il faut des années, hein, quand on est jeune, il y a un besoin aussi d'exister parce qu'on a à pousser des coudes par rapport au sexe opposé, on a à s'imposer quand on veut plaire à une femme ou à un homme, peu importe. Ça c'est libre, hein, mais on a aussi besoin d'exister. Et ça passe par une surdimension de l'ego quand même au départ. Hein, voilà. Parce que pour exister par autre chose que l'ego, il faut du temps. Il faut du temps. Ça veut dire que l'énergie prend la place. Et pour que l'énergie prenne la place, il faut la travailler. Ah ok, et donc toi tu aspires à vraiment être de plus en plus dans une vibration énergétique dans ton existence de manière générale. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, je disais tout à l'heure, moi je veux être transparent. Je veux plus. Si je pouvais arriver à être transparent, ça me plairait bien. Plus exister aux yeux des autres et à être là en même temps. Tu vois? Et comment tu fais, comment tu gères pour être dans cette bonne vibration énergétique quand tu es dans une situation qui te puise ton énergie? Ah, ça arrive de moins en moins, ça. Hein. Ah ouais? Bien sûr qu'il puise mon énergie. Par exemple, quand tu es devant les élèves, toi ça te fatigue pas du tout? Non, du tout. Ah là là, moi ça me fatigue, c'est m'éclate, terrible. ça m'éclate, j'adore. Ah ouais? Justement, Ah ouais, c'est terrible. c'est mon ex-femme qui disait je ne fais pas forcément je n'aime pas forcément ce que je fais. Ouais. Je fais en sorte de faire avec le maximum d'amour et d'envie. Voilà. Tu vois, je fais pas forcément ce que j'aime, mais je fais en sorte d'aimer ce que je fais. Voilà. Moi, quand je suis prof, je fais pas forcément ce que j'aime. J'aurais peut-être préféré être skipper sur un bateau au long cours, tu vois. Ouais. Mais je fais en sorte d'aimer ce que je fais. Ok. Voilà. Et pour ça, il suffit juste. Il y a une acceptation en fait profonde d'une situation. Voilà. Je suis en face d'élèves. D'abord, est-ce que j'aime être avec des gens? Si c'est pas le cas, il faut que j'arrête. Hein. Ouais. Pardon. Donc déterminer quand même un minimum vital, c'est bon, ça colle. C'est dans le monde de l'intellect. Moi, j'aime l'intellect un petit peu. Tu vois, j'aime ce côté. Voilà, on a des matières, c'est discursif, voilà, c'est analytique, on s'amuse, quoi. Ouais. Ça m'éclate. Donc, putain, c'est bien, j'ai des bons élèves. Alors, pareil, il faut des stratégies pour arriver à être en face de bons élèves. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que si tu es devant des élèves qui ne correspondent pas à ton niveau, il faut que tu aies une stratégie pour, doucement, arriver devant des élèves du niveau qui t'intéresse. Comment tu as fait, toi, justement, puisque tu as eu une longue carrière? Parce que quand tu arrives, quand tu as 30, 35 ans ou dans le début de carrière, tu as un certain nombre de connaissances. Et là, tu arrives plutôt vers la fin, donc tu as beaucoup plus de connaissances par rapport au début. Comment tu jauges, justement, comment tu arrives à mettre les élèves encore plus à ton niveau? Je ne raisonne pas sur la durée, en fait. Si, je sens bien qu'il y a des réflexes qui sont des réflexes dus à l'expérience. Ouais. Qu'il y a une autorité qui est d'ordre énergétique qui fait que les enfants, quand ils rentrent dans la classe, moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si il y a un souci, je fais hey! Tu vois, et ça se passe plutôt bien. Ok. Voilà. Ça, c'est le fruit de l'expérience, je pense. Mais sinon, je remets sur l'ouvrage sur le métier, c'est Pénélope, quoi. Hein. Tu es toujours en train de retravailler. Ouais. Alors, pas chaque année, mais dès qu'on a un nouveau programme, et puis par moment, je dis ça marche pas, ça marche pas, ça marche, ça c'est au poil. C'est souvent des choses très simples d'ailleurs, hein, des choses très très simples qu'on oublie. Hein, voilà. Et je sais pas, et puis avec les élèves, j'ai pas que la mission de ma matière, j'ai aussi la mission d'éveiller un petit peu l'âme aussi. De dire, mais voilà, vous allez quitter, vous allez avoir 18 ans, Ouais. il y a aussi l'idée de vous donner autre chose que simplement une matière. Ouais. Voilà. Et ça, ils aiment bien. Et comment tu fais ça dans tes cours, justement? C'est les digressions. Ok. C'est les digressions qui utilisent le cours en général. Ah. Voilà. En plus, en histoire, tu dois avoir plein de pompes. Beaucoup Ouais. beaucoup de digressions, ouais. Beaucoup de... Je sais pas, il y a plein de sujets. Hein. Il y a tellement de sujets. Genre, moi, je fais la géopolitique et la science politique maintenant, puis le droit aussi. Donc, il y a plein de ponts, en fait. Hein. Et les élèves, ils adorent. Alors, attention, je maîtrise le temps. Hein. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas partir pendant 2 heures ou 3 heures. C'est-à-dire que, voilà, on va 5 minutes. Mais ils adorent. Okay. Ça leur plaît. Ouais, parce qu'en fait, c'est là où tu touches un peu les moments d'authenticité, quoi. C'est ça, c'est ça. Et surtout, pas s'adresser qu'aux élèves qui sont bons. C'est-à-dire que
Tout le monde est susceptible, est sensible en fait. Tout le monde est sensible à la vérité. Comme tout le monde est sensible à la beauté. À la beauté, bien sûr. Hmm. Ah bon, c'est central. Hein. Tu vois, dans le système juif, qui s'appelle l'arbre de Séphiroth, qui est le système ésotérique juif, hein, et au centre du système, tu as la beauté. Ça, c'est Tiferet, hein, c'est une séphire. Ok. C'est la beauté. Voilà. Et il considère que la beauté est centrale. Elle est centrale. Ok. Voilà. Et moi, ça me plaît cette idée que la beauté soit centrale. Et par beauté, t'entends quoi, toi? L'harmonie. Ok. L'harmonie. Bon, ça, tu vois, c'est un format poche. Ouais. Si tu divises la hauteur par la largeur, Ouais. tu auras le nombre d'or. Ah. Ok. Au départ, c'est intentionnel, hein, quand le livre de poche Tout à fait. paraît. Et pourquoi ce format-là, il te parle? Il te parle parce qu'en fait, ce format-là, c'est un format qui est fondé sur le nombre d'or. Voilà. Ah. Et c'est pas par rapport au fait qu'on peut se le mettre dans la poche? Après, ben, ils l'ont mis au niveau, mais ils auraient pu faire un carré. Ils auraient pu faire un carré. Pourquoi ils ont fait un rectangle? L'harmonie du nombre d'or, on l'a d'instinct. Parce que nous-mêmes, on est construit dessus. Hein. C'est-à-dire que ta hauteur totale, pied-tête, divisée par la hauteur tête-nombril, donnera le nombre d'or. Ah, ça a un rapport avec l'homme de Vitruve de Vinci. C'est ça, absolument. Ok, ok. Et c'est un nombre qui est... Enfin, c'est un nombre que tu trouves partout. Hein. C'est un nombre qui est partout. Ok. En architecture, il a toujours été utilisé. Voilà. Et dans la peinture. Tout à fait, ouais. Botticelli, etc. Oui, c'est un nombre classique. Et alors après, c'est pas une loi absolue, non, il y a d'autres lois que le nombre d'or, mais Ouais. ce rapport à l'harmonie, c'est ce qui crée la beauté. Ah, ok. Ce lien avec l'harmonie, les choses sont harmonieuses. Pourquoi quand tu fais un carré de 1 sur 2, un rectangle de 1 sur 2, ça te plaît? Tu ferais un carré de 1, et puis de l'autre côté, ça ferait 1, 80, 12, 50, ça sera moins bien. Si tu fais un rectangle, tu as tendance à faire un rectangle qui soit avec des nombres précis, ronds. Tout comme dans la musique, il y a certaines fréquences c'est uniquement ces fréquences-là qui donnent ces notes-là et qui. Mais sur une guitare, c'est très simple. Tu peux faire ce que tu veux. Je peux t'en prendre une là ou pas? Je t'en prie, de toute façon. Je te remets le casque. Après, si tu veux me faire un petit morceau, Oh, non, pas de morceau. Pas de morceau. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent parler de ce qu'ils veulent. La corde de guitare, elle a une distance ici de tension entre un point A et un point B. Ouais. Ok. Si je fais ça, il se passe rien. Ok. Si je me mets pile poil à 1,5, donc c'est pas un chiffre au hasard, c'est 1 divisé par 2. Que je me mets donc ici à 1,5. T'as ce qu'on appelle une harmonique. Tu te déplaces de un quart de millimètre, t'as moins. Tu reviens à 1,5 pile poil. Paf. Voilà. Tu fais ça ailleurs. Tu en as une ici. Voilà. Et après, ailleurs, tu n'as pas. Tu n'as pas. Voilà. Et ça, tu peux avoir envie ou pas envie. C'est-à-dire que le mec, il peut me dire, ouais, mais moi, tu vois, je considère que c'est joli ici. Non, mais ouais, d'accord. Moi, j'ai rien à branler. Tu peux raconter ce que tu veux. Soit, waouh. Et pourquoi ton oreille, elle est d'accord avec ça? Qu'est-ce qui explique que ton oreille entend ça et ça marche? Pourquoi je fais une note comme ça et dans ta tête, ça marche? Parce qu'il y a une dominante, une tierce et une quinte. Après, le gars peut me dire, non, ouais, mais tu sais, mon gars, si pour toi, ça c'est une jolie note, bah, laisse-moi ça et prends ton truc. On n'est pas du même monde, je te respecte. J'ai profond respect, hein, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux avec ta vie, mais tu ne m'intéresses pas, par contre. Ok. Voilà. Au sens où on n'est pas dans la même orchestre, on ne va pas jouer la même musique, mais il y a suffisamment de bars dans la rue pour que chacun joue sa musique, par contre. C'est le monde d'aujourd'hui, hein. Mais ne viens pas... Par contre, ne viens pas chez moi jouer ma musique, hein. Ne viens pas me faire chier avec ta musique, hein. C'est comme quand tu joues des musiques dissonantes, en fait, tu sais pas ce que c'est une bonne musique dissonante, il n'y en a pas. Alors qu'une une bonne musique qui est assonante, tu le sais quand elle est mauvaise, Exactement. tu sais quand elle est pas bonne. Alors moi, j'accepte. En fait, je suis dans un système très cohérent. Tu peux prendre n'importe quel bout de ma manière de fonctionner, en fait, Ouais. tout est lié. Tu me dis tout est cohérent. Tu sais que Nietzsche il détestait ça, la cohérence.
Parce que justement, il disait que pour être créatif, il faut accepter les incohérences. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte, par exemple, que dans le chaos est très cohérent. Il est organisé. C'est terrible ça, au niveau de la physique, ils ont fait. Aujourd'hui, ils le savent, le chaos est organisé. Est-ce que tu peux me développer qu'est-ce que ça En fait, qu'est-ce que ils tu ont- entends par ils- chaos, qu'est-ce que tu entends par Le organisation? chaos, c'est par quoi? exemple, c'est après une tempête qui était passée au Canada, il y avait une gigantesque tempête, hein, un cyclone. Tous des arbres étaient cassés, il y avait des branches de partout. Voilà. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la manière dont les arbres étaient posés au sol correspondait à un schéma qu'on pouvait mettre en équation. Ah bon? Ouais, truc de malade. Et What? donc le chaos, en fait, de plus en plus, c'est une désorganisation, mais organisée. C'est comme quand ton bureau est en bordel, mais tu sais exactement où sont tes trucs sur ton bureau. Hmm. C'est-à-dire que la nature, entre guillemets, connaît les éléments. Enfin, Ouais. elle a. Voilà, Il y a un schéma. il y a un sens de. Tu prends la notion d'entropie, par exemple. Ouais. Le fait que la nature se désorganise, enfin, l'univers se désorganise au fur et à mesure parce qu'elle s'éloigne de la congruité d'origine. Tac, elle se désorganise comme ça. Mais elle correspond. Il y a un mouvement qui, dès le départ, est un mouvement qui est physique. Hmm. Et donc, ce mouvement-là, il induit automatiquement des conséquences physiques. Alors, de l'ordre du quantique, donc c'est compliqué, de l'ordre de ceci, de cela. Moi, j'ai pas les moyens aujourd'hui, les connaissances pour pouvoir en dire plus que ça, mais ça veut dire que l'incohérence c'est partie de la cohérence. Hmm. Oui, ça, je suis absolument d'accord. Mais et d'ailleurs, Nietzsche, je précise parce que d'ailleurs, Nietzsche ne valorise pas être incohérent pour être incohérent. Oui. Tout à fait, parce qu'au contraire, Nietzsche, c'est un des penseurs les plus enfin, c'est un penseur extrêmement cohérent, il sait très bien ce qu'il écrit. Mais justement, en fait, pour lui, la créativité, c'est avoir un maximum de cohérence, tout comme la liberté pour lui, c'est être capable d'emprisonner, d'enfermer l'individu jusqu'à le tordre, le broyer à la limite, jusqu'à ce qu'il soit proche de disloquer, et c'est à ce moment-là qu'il sera absolument libre. Comme tu dis, ça me fait Mais je penser. suis entièrement d'accord avec ça. Comme- C'est-à-dire qu'il y a des limites à faire craquer. Complètement. Et puis, c'est comme dans la musique. Quelqu'un qui joue du free, qui est totalement libéré dans son instrument, qui maîtrise, qui a des années de pratique sur une guitare ou sur un piano, n'importe quoi, Ouais. il va devenir totalement libre dans son instrument. Totalement. Sauf qu'il sera enfermé dans le temps. Il ne peut pas ne pas respecter le temps. Voilà. Mais est-ce que justement le jazz, c'est pas justement cette musique sont qui dans le essaie temps. de jouer à contre-temps? Ils sont dans le temps, dans la mesure. Ça s'appelle la mesure. Ils sont dedans. À l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. D'accord, ok. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, quand ils reprennent tous ensemble, tout le monde repart au même moment. Tu dis, mais comment ils ont fait? En fait, Ah, c'est parce ouais. qu'ils sont dans la mesure. Ok. Par contre, à l'intérieur de cette mesure, les gars vont dans les endroits où jamais tu aurais pensé aller. Quoi. C'est-à-dire qu'ils sont totalement libérés et libres. Mais pour arriver là, il faut craquer ses limites, il faut avoir beaucoup travaillé, beaucoup, faire signer ses doigts sur l'instrument. Voilà. Et tant que tu n'es pas passé par C'est là, tu ne peux pas être libre. De toute façon, aujourd'hui, je suis convaincu qu'une liberté ne s'acquiert que par l'effort intense dans n'importe quelle discipline. Tu ne peux pas être champion du monde, être libre de tes mouvements dans n'importe quel sport si tu n'as pas pratiqué ce sport de manière extrême. Tu ne peux pas être un philosophe accompli si tu n'as pas beaucoup lu ces philosophes, beaucoup travaillé, éprouvé, adopté, et puis refusé, et puis rejeté. Enfin, tu vois, encore une fois, l'erreur, c'est que tu prends, et puis tu dis, non, mais je le prends, c'est mon maître. Et puis non, finalement, c'est un enculé. Tu vois, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, quand tu auras, comme la pâte, tu auras trituré la pâte. Et on est paf, les œufs, la farine, le machin, ça donne une espèce de boule. Ouais. Tu poses, paf, tu fais, oh putain, tu reviens 2 heures après, ça a gonflé, ça a pris de la masse, de la matière, tu fais, waouh. Donc tu passes vers le contemplatif, c'est-à-dire que tu n'as plus rien à faire et la chose prend de l'ampleur. Voilà. Et j'adore l'exemple de la cuisine parce que quand tu fais de la cuisine, tu te rends compte à quel point non seulement il faut des heures et des heures de travail, mais en plus de ça, chaque élément compte. 100 grammes, 50, même 2-3 grammes d'un ingrédient. Et 2-3 grammes, c'est énorme. Là, je suis en train de y penser. Par exemple, si tu mets 3 grammes de sel, c'est énorme. C'est énorme. Chaque action a une conséquence sur le résultat de ton plat. Le choix des couverts, le choix de la casserole, le choix du feu électrique, les choix des ingrédients, bio, pas bio, tout a une influence. C'est incroyable. C'est fou ça. Ben oui, complètement. La cuisine, c'est un art. Hein. C'est un art par entière. Alors, là-dessus, je serais hyper rigoureux. Ouais. Je pourrais pas dire que c'est un art parce que pour moi. Oui, c'est un artisanat, excuse-moi. Bon, si tu es d'accord avec ça, c'est bon. Oui, je suis d'accord. Ok, c'est bon. Ouais. Mais qui touche à l'art par moment. Quand oui. tu as des très 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 grands maîtres dans la matière, là on peut passer un gap et
et aller sur le domaine de l'art, bien que la différenciation chez les Grecs, par exemple, elle n'était pas aussi évidente. C'est techné en grec, hein, l'art, hein, donc c'est une technique. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. De toute façon, parce qu'en fait, en fait, on fait une distinction par rapport à l'utilité, mais c'est vrai que dans les faits, il y a le même temps de travail, d'implication, etc. C'est juste que le produit final, il est un peu différent dans son usage pour le consommateur ou le contemplateur. C'est ça. Tu m'avais parlé des contraires, qui étaient très importants pour toi. Patrice, tu as beaucoup lu, mais tu as aussi écrit. Donc, écoute, moi j'étais super content de lire parce qu'en plus, tu sais que je me suis dit, mais purée, je l'ai pas lu la BD, etc. Et là, pour l'interview, je l'ai lu parce que je me suis dit c'était important de le faire. Donc, je suis content d'avoir passé quelques heures avec toi. Donc, c'était une BD qui s'appelle No Guard aux éditions des Bulles dans l'océan. Super jeu de mots pour l'édition d'ailleurs, elle est incroyable, puisque c'est une édition réunionnaise de bande dessinée. Alors raconte-moi un peu comment déjà ce projet est né, voilà un petit peu l'histoire. L'origine du projet, c'est simple, c'est mon ex-femme fait une session, elle est professeure de français, elle fait une session avec ses élèves d'initiation à la bande dessinée en collège dans les années 2010 par là, après 12, je sais plus. 2010. Et vient quelqu'un qui est assez capé dans la matière qui s'appelle Chauvel, il vient faire une masterclass, il vient enseigner son art. Et Afif Benhamida, qui est mon dessinateur, qui est professeur d'art plastique dans le collège de mon ex-femme, est convié donc au projet. Donc ils font le projet et à la fin de ça, Afif dit voilà, moi j'aimerais bien faire une BD finalement. Ça me plairait bien de faire une BD. Je sais un peu dessiner, par contre je sais pas faire d'histoire. Et c'est là que mon ex-femme me dit mais moi je connais quelqu'un qui peut faire une histoire, c'est mon mari, lui il peut faire une histoire. Et là elle fait qu'on se rencontre. Donc il vient à la cuisine ici là chez moi, il vient, on se rencontre et ça match. Voilà, j'ai dit écoute, je te fais ce que tu veux comme histoire, tu me dis. Il me dit moi je veux pas dessiner de voiture, tout ça, je veux dessiner des chevaux, je veux un truc. Je dis ah ok, Heroic Fantasy alors, ok. Et là-dessus moi j'ai plaqué des trucs qui correspondaient un peu à mes recherches de l'époque, à savoir je travaillais beaucoup sur le paradoxe et sur l'inversion. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, l'inversion. Parce qu'on fait souvent une chose qui veut faire l'ange fait la bête en fait au sens pascalien du terme, tu vois, la plupart du temps et ça c'est un truc qui est toujours aujourd'hui profondément ancré en moi, cette notion d'inversion. J'ai dit tiens je vais écrire un truc sur l'inversion. Voilà. D'ailleurs le titre c'est un mot inversé et quand les auteurs le découvrent, des fois 10 ans après ils disent punaise on a enfin compris. Je dis, ouais les gars il était temps. Ah mais attends, mais tu sais moi j'ai fait des recherches, j'ai cru que c'était un nom breton de famille. Regarde le mot inversé, tu verras. Hein. Dragon. Ah, dragon, putain. Ok. Ah, mais moi je croyais que ça avait rapport avec. Ok, rien capté. Et tu les as à la fin, les dragons, ils arrivent. Hein, à la fin, ils arrivent. Ils arrivent à la fin. Donc, voilà. Sauf que comme c'est inversé, je l'ai mis comme ça, sous une forme différente. Et il y a plein de jeux de mots à l'intérieur. Hein. Ok, parce que tu as vraiment créé un monde en fait pour cette BD là. Ah, tu es obligé, quand tu fais de l'Heroic Fantasy, tu es obligé d'avoir un monde entièrement inventé. D'accord, qui est cohérent, donc avec des saisons, avec du nord qui est froid, du sud qui est chaud, c'est comme ça. Tu inventes une monnaie, un système là-dedans, voilà, un système économique, un système commercial, un système politique, des endroits différents qui fonctionnent différemment. Tu es obligé de le concevoir avant d'écrire ton histoire. Voilà. Ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Alors moi ça m'a pris 3 ans parce qu'en fait j'avais jamais fait de BD avant. Donc avec Afif, alors ce qui s'est passé c'est qu'on est parti dans un atelier, l'atelier de Chauvel justement. Ouais. Pendant 3 ans, tous les vendredis soirs, on se retrouvait chez Chauvel et pendant 4 heures on bossait. Alors moi beaucoup le scénario, Afif le dessin. Ok. Au début on s'est fait remettre dans nos 22 bien, voilà. On était avec notre projet, voilà, on a écrit ça, on a dessiné ça. Bon les gars c'est de la merde, reprenez votre truc, allez travailler. Putain, je me souviens, voilà, là je t'apprends l'humilité, hein. Ah, mais pourtant ça avait l'air bien. Non mais c'est pas bien ce que vous avez fait là, c'est nul. Bon ok, on va recommencer. Par exemple, Afif il a redessiné 6 fois je crois les 10 premières pages. Ok. Je sais pas si t'imagines, hein, refaire à chaque fois. Non c'est pas bon Afif, c'est pas bon ce que tu fais. Voilà. Ok. Et moi j'écrivais et puis il me disait non Patrice là ça colle pas. Donc on a appris et en même temps qu'on apprenait on faisait la BD. Le tome 1, ça c'est un triptyque. Hein. Ouais, c'est un triptyque. Donc on apprenait en même temps qu'on faisait. Puis à un moment donné, on s'est dit voilà, c'est pas encore ce qu'on aurait voulu, mais c'est peut-être éditable. Et c'est là qu'on a proposé à différentes maisons d'édition et que des Bulles de l'océan, donc a dit ah ouais, moi je l'ai dit de votre truc, ça tient la route, c'est bon quoi. Ok. Voilà. Donc 3 ans, et t'as passé 3 ans avec donc ces personnages-là pour du tome 1 au tome 3. Ah non, 3 ans pour le tome uniquement 1. 3 ans pour le tome 1. Ouais, bah, en fait, ouais. on a appris le métier en fait.
Ok. On a appris comment on fait une BD. Ça paraît con, mais Ah, mais c'est pas con du tout. voilà. Et je me souviens parce que Cheval disait voilà, vous êtes une vingtaine à l'atelier, il y en a qu'un ou deux qui vont éditer. Hein. Parce qu'en fait, il faut avoir beaucoup d'opiniâtreté et vous n'êtes pas assez opiniâtres tous. Non. Et nous, on se disait ouais, bah attends, c'est bon, là, il y a des gars qui sont beaucoup meilleurs que nous, lui, il est meilleur que nous. Et puis en fait, à la fin, effectivement, on est resté deux BD qui a été édité parce qu'en vérité, il faut être dans la longévité, il faut être faut mordre dans le truc, il faut pas lâcher quoi. Hein. Parce qu'il y a des moments où tu n'as plus envie, tu te dis attends, mais ça avance pas quoi. Hein. Ok. En fait, t'as réappris un métier, c'était en quelle année ça? Entre 2010 et 2013. 2010, Donc, ça a été pendant 3 ans, j'ai appris le métier de scénariste. Ok. Voilà. Et du coup, le tome 2, ça a mis moins de 2 ans. D'accord. Et le tome 1, ça a mis 1 an. Le tome 3, ça a mis 1 an. Voilà. Ouais, parce que t'étais rodé en fait. Ah oui, parce qu'en fait, on connaît les trucs, ça y est, on sait. Aujourd'hui, si je veux écrire une BD, ouais, il me faut. Enfin, à mon rythme, parce que moi, je suis un très lent à l'écriture, il faut 5-6 mois, tu vois. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me donner ce que tu as appris par rapport à comment tu rédiges un scénario? Est-ce que tu peux me donner quelques leçons, Oui, quelques axes généraux? Oui, bien sûr. Par exemple, et je me permets juste avant, ouais. je sais que moi j'ai écrit aussi un bouquin, donc je vois un peu, je me suis bien sûr intéressé à la question du scénario. Est-ce que toi, la première chose qu'on te dit justement, c'est ce schéma actentiel et que tu dois le respecter? Alors, il y a quand même des règles de base qu'on doit avoir. Je te laisse C'est comme développer. dans le dessin, en fait. Hein, tu dois savoir dessiner du niveau académique. Et après, si tu veux sortir de ça, tu peux sortir de ça. Mais il faut d'abord savoir faire une BD de manière académique. C'est-à-dire, une bande dessinée de 48 pages, c'est entre 16 et 19 scènes. Voilà. On ne peut pas être en dessous, on ne peut pas être en dessus. D'accord. Alors, 20 scènes à la limite. Alors, Ok. tu peux avoir, plus il y a des scènes, plus c'est vif, plus c'est dynamique. D'accord. Voilà. Mais on a un nombre de scènes qui est précis. Voilà. Et une scène, c'est entre 2 pages et 4 pages, 5 pages maxi. Ok. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut respecter. Tu dois absolument avoir cette espèce de schéma qui se suit. Parce que le lecteur, il a un rythme aussi auquel il est habitué. Ou alors, c'est pas un BD, c'est un roman, par exemple. Mais c'est pas pareil. Quand tu écris une scène, il faut vraiment que ta page soit construite pour qu'en bas de la page, tu aies quelque chose qui donne envie de tourner la page, par exemple. Donc, toc, 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 c'est en bas de la page, c'est pas en haut. Tu vois, quand quelqu'un arrive, il cogne à une porte, toc, 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 entrez. Tu tournes la page, tu vas voir qui c'est qui rentre. Et ça, tu le fais pas en bas de la page. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Tu dois effectivement avoir respecté l'exposition, le développement et puis l'épilogue. Il ne faut pas que ce soit une introduction trop longue. C'est-à-dire que là, il faut arriver à faire le job correctement. Tes personnages, il faut les présenter. Ça, c'est un truc qui est dur. Il faut que ton lecteur, il appréhende tes personnages et qu'il les enregistre. Et quand tu en as beaucoup, c'est compliqué, par exemple. C'est très compliqué. Autant sur un roman, tu as le temps. Sur une BD, tu n'as pas beaucoup de temps. Ça va très très vite. C'est lu en 10 minutes une BD. Hein. Voilà. Et donc, il faut vraiment que si tu as beaucoup de personnages, que tu leur donnes de l'épaisseur assez rapidement. C'est très difficile en réalité. C'est très dur. Voilà. Après, c'est écrit comme du cinéma. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'ai une intention cinématographique. C'est-à-dire que je précise si c'est en extérieur jour, extérieur nuit, les angles de caméra, qui est en premier plan, qui est en deuxième plan, qui est en troisième plan, comment ça se passe. Quoi. Voilà. Tout ça, c'est intentionnel. D'accord, tout ça, c'est toi qui avais fait. Ouais, sur le tome 1, entièrement. Après, quand tu es très très bien avec ton dessinateur, il te connaît, il sait comment tu fonctionnes. Tu as beaucoup moins besoin de dire ça. D'accord. Tu donnes des choses beaucoup plus généralistes et lui va te faire des propositions. Ok. Voilà. Je vois Afif m'a envoyé là sur son projet sur King Kong. Tac, 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 il m'envoie 3 images. Je fais non, mais mets la 3e avant la 2e, tu verras, ça passera beaucoup mieux. C'est au tout début ça. Il le fait, ah ouais, hop, ça marche, tu vois. Donc on est en interaction, mais c'est facile en fait. Quand on se connaît, c'est facile. Voilà. D'accord. Les plans justement, comment tu choisis, comment tu détermines quel type de plan tu vas choisir, pour quelle image Alors, un truc très simple, quand tu démarres une BD, il faut que tu amènes le lecteur quelque part. Le truc classique, c'est de prendre un champ large sur un endroit. Alors, je sais pas comment je commence celle-ci. C'est exactement comme ça que ça commence. Ouais, D'ailleurs, j'allais lire le début parce qu'il y a un... C'est classique, tu vois. Ouais. Tac, 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 tu vois. Le lecteur, il sait que ça va être du désert tout de suite. Voilà. Et je veux l'installer dans un climat désertique. Donc, tout de suite, il y a un plan large désert pour que la suite ne soit pas une surprise. Voilà. Donc, parce que le paysage, c'est un acteur, en fait. Hein. C'est vraiment à part entière. Ça fait partie des acteurs que tu dois développer. Il faut leur donner une identité, un caractère. C'est hyper important. Et après, très vite, il faut développer grosso modo un personnage par page. Il faut que sur une page, tu en termines avec un personnage. En général, tout de suite, tu prends ton héros ou ton héroïne ou ton méchant, peu importe. Ouais. Mais il faut que très très vite, tu aies fait des gros plans. C'est ce qu'il a manqué un peu sur le tome 1 d'ailleurs. Par exemple, on n'a pas assez développé au début et les personnages n'ont pas assez d'épaisseur. Okay. Maintenant, je sais.
Donc tout de suite, le personnage, il faut qu'il soit identifié. Il faut que tu aies au moins 3 images. Une de loin, plein pied. Ah ouais. Ok. Une de très près pour voir le visage et que tu reconnaisses bien les caractéristiques du visage. Hein, et puis un profil, voilà. Il faut au moins 2 ou 3 images du personnage pour qu'après, le lecteur, il le connaît. Parce que ça, c'est un truc que j'ai rencontré aussi en le lisant. Tu vois, en plus, quand tu es en Heroic Fantasy, tu utilises des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour le lecteur d'identifier et d'associer un nom à un personnage, à un physique. Absolument. Alors nous, c'est évident parce qu'on passe des mois et des mois avec. C'est ça. Mais ça l'est beaucoup moins pour le lecteur. Tout à fait. Et là, le roman que je lis, là, parce que j'ai beaucoup de mal avec les personnages. Ça m'a pris 200 pages. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7 ou 8, tu vois. Mais comme ils n'ont pas des noms faciles, j'ai du mal à me dire, ah ouais, lui c'est un tel, ouais, elle c'est un tel. Voilà. En plus, ils donnent des noms masculins à des filles. Donc du coup, c'est hyper compliqué. Hein. À la fin, tu te dis, mais attends, c'est elle ou c'est lui? Ça, je me souviens plus. Tout à fait, ouais, c'est un des premiers trucs que tu apprends en scénario. Par exemple, si tu commences à donner, par exemple, dans un premier paragraphe 5 prénoms, c'est déjà beaucoup non, trop. En BD, on peut pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Autant sur un roman, peut-être tu peux, mais encore. Sur une BD, c'est pas possible. Voilà. Tu vois. Et en plus, c'est des noms étrangers. Voilà. Alors ça, il faut respecter. Donc du coup, il faut amener ces personnages au fur et à mesure. Ouais. Et à chaque fois que tu amènes un nouveau personnage, il faut lui donner un minimum d'épaisseur pour que le lecteur dise, ok, c'est bon, lui je l'ai assimilé, je vois qui c'est, je vois ce qu'il fait. Alors les caractéristiques vont être en général physiques sur une bande dessinée, c'est-à-dire qu'on va déterminer des caractéristiques physiques assez marquées. Ça va être un roux, ça va être un chauve, ça va être un barbu, ça va être... Voilà, ça fonctionne. Ça c'est indispensable et dès le début de la BD, on ne peut pas attendre trop longtemps pour ça. Et est-ce que toi tu avais, ok, ça c'est pour pour les plans, est-ce que tu avais, comme au cinéma, tu as des valeurs de plan que tu dois respecter? C'est-à-dire c'est-à-dire, par exemple, si tu prends une vue en contre-plongée, tu abaisses un peu le personnage symboliquement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Ah oui, ça oui, bien sûr. Bien sûr. Dès qu'il y a un vainqueur sur un combat et qu'on veut montrer le vainqueur, on le montre depuis en bas, il est vachement gros, il est vachement loin, il a son épée qui est comme ça, tac, et là, on fait un point de vue pour montrer que le vainqueur, voilà, il domine sa situation, quoi. Donc on a une contre-plongée terrible. Si au contraire on veut montrer le point de vue du vaincu, ça sera une plongée. Ça sera l'inverse. On verra gros plan sur effectivement, alors, il n'y aura qu'un bout de l'épée par exemple, tac, qui sera sur la gorge du bonhomme qui est en bas, qui est terrorisé comme ça. Là on montre la soumission. Ok. Voilà. Donc effectivement, la plongée et la contre-plongée ont des incidences réelles, complètement. Ok. Est-ce que tu avais, alors je me permets de lire juste les premières pages, parce que dans les premières pages justement, j'allais te demander si tu avais des messages, et je vois que déjà les premières choses m'ont marqué, parce que j'avais lu ça il y a plusieurs années déjà, juste la première page, et ça m'avait beaucoup marqué. Alors je me permets de la lire. Vas-y. Parce qu'elle est vraiment elle est philosophique, on va dire, si j'ose dire ce terme, cet adjectif. L'immensité, comme un grand vide au cœur de toutes les questions, comme un refuge au centre de toutes les perditions. Où que l'on soit, dans les noirceurs indésirables ou dans les grandes étendues sableuses saturées de soleil, il y a toujours un désert à traverser, que ce soit celui de la terre ou celui de l'âme. Cette notion de désert, qu'est-ce que tu peux m'en dire alors? Pourquoi tu avais commencé sur le désert et qu'est-ce que ça symbolisait ce désert pour toi? En fait, c'est parce que le héros, il est perdu, il est complètement perdu. Mais oui, c'est vrai, il est perdu, il sait pas c'est quoi sa mission en fait. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, il sait pas d'où il vient. Alors, surtout qu'au début, c'était un petit peu différent. C'est-à-dire que dans l'intention de départ, l'individu, c'est un gars qui venait de terre, de sur terre, et qui était déplacé pour des raisons X. Il y avait un peu de SF là-dedans, sur une autre planète. On a abandonné parce que c'était trop compliqué à expliquer. Il y avait 5 tomes au départ dans notre histoire. Ok. Mais c'était trop barré en fait. C'était vraiment trop barré. Et on a réduit on a dit voilà, c'est pas la peine d'expliquer, ça sert à rien en fait. On s'en fout en réalité. Mais le gars arrive là, et il est paumé quoi. Il est complètement perdu et il est brinque-ballé comme ça. Mais en fait, en même temps, il est en quête de son identité. C'est-à-dire qu'il sait plus qui il est. Et je reste convaincu que même quand on sait qui on est, on sait pas qui on est. Quand on est jeune, en tout cas, on se trompe sur qui on est. Parce qu'on est essentiellement ce que nos parents ont voulu qu'on soit. Pourquoi c'est important pour toi le facteur des parents? Il n'y a pas aussi le facteur environnemental? Oui, mais tout. Mais l'environnement peut très bien être une bonne chose. Mais souvent, les parents, ils te donnent une empreinte. Par exemple, une religion. Par exemple. C'est vrai, ça. Tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est un mode alimentaire. Ouais. Si tes parents sont végétariens, tu vas grandir dans le végétarisme. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Ouais. Si tu es musulman, chrétien, juif, on va te faire conscient, on va pas demander de ton avis.
Les juifs, les musulmans, on leur coupe le bout, et puis voilà, comme on gagne. Alors après, on va trouver toutes sortes d'excuses qui sont fausses pour dire que ouais, c'est mieux, c'est pas vrai, une merde, hein, c'est faux. Mais j'ai marqué, et c'est pas toi, c'est pas forcément toi. Est-ce que tu penses que, toi qui as une vision spirituelle des choses, est-ce que tu penses que finalement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on choisit? Papa disait oui, moi je pense que non. J'avais un grand différend avec lui, parce qu'on en parlait beaucoup, on avait des discussions comme celle-ci, mais tous les 15 jours, 3 semaines. Hein. On se prenait le chou d'ailleurs, des fois on se fâchait, c'était bien, j'aimais bien. Il était persuadé que les âmes choisissaient leur corps par affinité sélective vibratoire. Ah, C'est la musique, encore une fois, le son. ouais. Alors, ça correspondait bien à ce que je pensais, hein, Ouais. cela dit, hein, mais j'aimais bien jouer l'avocat du diable. Et il disait, c'est pour ça que je dis il et pas moi, hein, il disait que un corps il a déjà une vibration, un endroit a une vibration, une famille a une vibration. Et que si tu vibres toi plus ou moins la même chose, tu vas automatiquement être attiré. Mm. Voilà, il va y avoir une sorte de confondement. Comme le sel, par exemple, tu prends un cristaux de sel, tu le mets dans de l'eau salée, le sel va s'agglomérer autour. Mm. Voilà, parce que ça va être attiré par. Qu'est-ce que tu penses de... Donc ça, c'est avant la naissance. Il y aurait Ouais. donc une chambre de Il y aurait. Il y aurait. Il y aurait. Ok. Toi, tu penses quoi, par exemple, de la vie après la mort? Qu'est-ce que tu en Je penses? pense rien. Ok. Ça m'intéresse pas. Ok. Ça m'intéresse plus. on va se calmer. Ça m'intéresse plus. Ok. Il y a peut-être eu la découverte entre-temps, je sais pas, depuis quelques années, pas longtemps, de ce qu'on appelle l'instant présent. Et du coup, le futur m'intéresse pas. Mais tu sais que l'instant présent, moi, alors j'ai découvert ça. Tu as lu Eckhart Tolle, Oui, oui, L'instant présent? Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui critiquent ce bouquin. Moi, je trouve que c'est bien. il est pas mal. Je trouve que c'est bien parce que, en tout cas, l'expérience qui est relatée par cet homme dans le livre est assez intéressante parce qu'il dit, je sais pas si c'est vrai, il dit qu'il est resté 2 ans sur un banc Oui, à rien absolument. faire. Le seul reproche que j'ai à faire à Eckhart Tolle, c'est que quand tu le vois, quand tu le rencontres, physiquement, il n'a pas intégré dans son corps. C'est-à-dire que c'est un homme qui, corporellement, ne donne pas envie. Tu l'as rencontré en vrai? Non, je l'ai vu et j'ai des copains qui sont. Moi, je ne l'avais pas vu personnellement. Mais j'ai des D'accord, copains très très proches qui ont la même démarche que moi, qui sont allés le voir. Ils ont fait des séminaires avec lui. Ok. Parce que justement, passionnés par l'écrit, Ah ouais. ils ont été très déçus. Pas par ce qu'il raconte, par lui. Il ne génère pas ce rayonnement. Parce que justement, corporellement, il a pas apparemment digéré corporellement ce qu'il. Alors après, moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Mais encore une fois, moi, je suis cohérent. Je pense que le corps doit générer une connaissance. Voilà. Après, c'est un éveillé. Hein. En tout cas, il est vu comme tel. Hmm. Et les paroles qu'il a sur l'instant présent sont extrêmement intéressantes. Hmm. Voilà. Mais moi, je vis au présent. Mais au présent, je suis présent. Je ne peux pas être ailleurs que présent. C'est comme dans une classe. Bah voilà, ouais, présent. Voilà. Je ne peux pas être ailleurs. Je peux pas être... Si je suis au cours de maths de 8h à 9h, je ne suis pas au cours de physique de 10h à 11h. Ne me demande pas ce qu'il y a après au cours de physique. Je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Je verrai tout à l'heure. Là, je veux être à l'écoute du cours de maths de maintenant. Et qu'est-ce que tu penses de cette réflexion de Montaigne qui dit dans les essais, je crois que c'est le chapitre 2 du tome 3, si je ma mémoire est bonne, ou du tome 1, il dit justement que l'instant présent pour lui, c'est une des pires... c'est presque une arnaque pour lui parce que précisément, l'être humain, passe son temps dans le futur, dans le passé. Il n'est jamais là. Et il est toujours sans cesse en train de se projeter ou en train de se remémorer. Et c'est la nature même de l'être humain que d'être comme ça. Alors, je suis d'accord avec lui pour dire que c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'on est comme ça au départ. Mais en revanche, il y a un enjeu à travailler qui est de moins en moins de passé et de moins en moins de futur. Et quand tu réduis cette part de passé et de futur, tu découvres une chose qu'on appelle la joie. Mais qui est une joie indicible. C'est-à-dire que ça t'attrape, quoi. Alors, les gens la ressentent parfois quand ils sont devant un acte qui est tellement énorme, devant quelque chose qui est tellement énorme qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Le soleil qui se couche, quoi. Voilà. Ils sont devant le soleil qui se couche et ils sont à boucan. Et là, c'est le même soleil qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est le même, mais à chaque fois, c'est Ouais. Voilà. Donc il y a des moments où c'est tellement énorme qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais. Mais l'enjeu, ce serait de le faire pour tout. C'est-à-dire que là, je suis avec toi, je ne suis pas du tout avec je vais faire quoi dans 1 heure, ni avec qu'est-ce que j'ai fait ce matin. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis qu'avec toi dans cette conversation qui est intéressante, passionnante, ce que tu voudras. Et le reste ne m'intéresse pas. Et comment tu as fait justement, parce que tu me dis que c'était un travail, comment tu as fait justement pour passer de ce point de départ là où tu étais dans la projection, Ouais. etc., à un moment où tu es beaucoup plus concentré Ouais. sur l'instant présent? Ça a été essentiellement le travail
corporelle, à travers le Qigong et le yoga tantrique qui m'a permis de passer à ça. Ok. Pourquoi? Et puis aussi la réflexion qui va avec. Hein. Le passé, pour l'essentiel, il génère des regrets, donc du désir. Si tu regrettes, c'est que tu as un truc que tu voudrais retrouver. Oui. Ou que tu as perdu, mais que tu voudrais retrouver. L'amour, pour l'essentiel. Enfin, voilà. Et donc, le passé, ça génère des regrets. Et l'avenir génère des espoirs, des désirs. Voilà. D'ailleurs, Bouddha dit que c'est les deux seuls problèmes qu'on a dans l'existence, hein, qu'on doit régler. C'est la peur, qui est liée au fait qu'on sait. On sait quelque chose, on sait que ça brûle, donc on a peur de remettre la main dans le feu, parce que si on ne sait pas, on met la main dans le feu. Mais comme on sait, on a peur. Comme on a possédé, on a peur parce qu'on n'a plus. Et pour l'avenir, bon, on désire retrouver. C'est beaucoup logé au niveau émotionnel. C'est beaucoup ici. Donc corporellement, c'est identifiable. Quelqu'un qui a beaucoup de tension émotionnelle, tu lui coupes un doigt, il aura toujours autant de tension émotionnelle. Hein, ça ne changera rien du tout. Ok. Par contre, tu le fais rire, ça se passe au niveau de la gorge. Il y a une partie de la tension qui disparaît. En réalité, c'est logé. Hein, c'est logé, c'est clairement dans cette sphère. Et donc, en travaillant les respirations, beaucoup, ça s'appelle les pranayama, ouais. Tu viens beaucoup travailler cette zone. Gorge, poumon, foie, intestin, enfin toute cette zone. Il n'y a pas que cela, mais ça et puis d'autres zones. Mais disons que là, il y a un souci ici. Et cette zone-là, chez les gens, elle est vraiment très coincée. Elle est très coincée. Les gens regrettent tout le temps la perte d'un être cher, la perte de l'argent, la perte de la maison qu'on avait avant, qui était une belle maison, la perte de la vie de famille, la perte de 10 000 trucs, quoi. Moi, j'ai appris à ne plus avoir peur de perdre. Alors attention, il y a toujours, hein, qu'on va se calmer, hein. Mais ça a été réduit. Voilà. Donc, mes enfants sont partis, ça ne procure pas plus d'émotions que ça. J'ai pas perdu mes enfants. Ils sont en train de se trouver, ce qui est très différent. Parlons d'enfants, est-ce que justement, c'est ce que tu m'as dit là, c'est des choses que tu as essayé de leur transmettre? Qu'est-ce que ça a été en tant que papa? Qu'est-ce que tu as fait pour... C'était quoi les valeurs premières que tu as essayé de transmettre à tes enfants? Une vie simple. Alors d'abord, moi je suis un très mauvais papa avec les petits. Je sais pas, les petits, j'aime pas, moi, ça me gave. Ok. Donc, j'ai eu du mal avec les petits. Petit, c'est jusqu'à quel âge pour toi? Petit jusqu'à 7-8 ans, quoi. Hein. Ok. Et après, ça a été de mieux en mieux. C'est-à-dire que vraiment, on a commencé à pouvoir parler, à pouvoir échanger. Là, c'était au poil. Encore une fois, le paradoxe, c'est que c'est le mot, moi, c'est la conversation qui fait que ça passe bien avec mes enfants. Tu vois, le paradoxe, et ça passe. C'est qu'on s'appelle. Par exemple, moi, un exemple, hein, mais j'interprète beaucoup les rêves. Donc, ma fille m'appelle toutes les semaines pour me dire, pas, j'ai rêvé de ça. Donc, elle m'appelle, et puis alors, on prend 20 minutes, et puis on décortique le rêve. Puis je m'amuse avec ça, et elle adore. Et c'est une communication qu'on a qui est très onirique, très poétique, très en dehors des clous, hein, complètement. Hein. Ouais. Voilà. Bon, en plus, elle va être psychiatre, hein, donc ça ne s'invente pas. Ouais. Donc voilà. Et avec les enfants, ça se passe très bien depuis qu'ils sont adolescents, en fait. Hein, très bien. Et le but, c'est... Mes enfants ne sont pas mes enfants. Je ne sais pas si tu connais Khalil Gibran. Je connais bien Khalil Gibran. Mes enfants ne sont pas mes enfants. Et c'est vrai. C'est-à-dire que leur vie, c'est leur vie. Moi, je suis là pour donner un périmètre de sécurité. Financier, faut être clair. Hein. Affectif, si de manière un problème, ils reviennent et voilà. Mais pour le reste, c'est liberté la plus totale. Ils font leur expérience. Voilà. Moi, je me souviens, je leur ai dit, voilà, ici, là, dans mon tiroir, vous avez le premier tiroir, il y a le zamal. Deuxième tiroir, il y a les capotes. Vous avez besoin, vous ouvrez, vous prenez. Hein. Ils n'ont jamais rien touché. Jamais. Ah ouais? Jamais. Je leur ai dit, voilà, quand ils avaient 16 ans, jamais. Ils avaient 16 ans, je leur ai dit, voilà, je vais vous juste parler d'un truc, vous avez l'âge maintenant, je vais vous parler d'un truc, c'est la pornographie. Ouais. Aujourd'hui, c'est un accès libre, donc voilà, vous tapez YouPorn ou YouTube et c'est bon, vous avez. Hein. Ouais. Juste, je veux dire un seul truc, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le sexe. Si vous voulez toucher le sexe et l'amour, le sexe particulièrement, l'érotique, de manière juste, ne rentrez pas là-dedans maintenant. Peut-être plus tard.
mais vous serez automatiquement tordu. C'est-à-dire que vous pousserez tordu. Hmm. Ce que vous aurez comme valeur et comme référence ne seront pas les bonnes. Maintenant, vous le savez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'irai jamais contrôler vos portables. Et un jour, j'ai demandé à mon fils qui a 23 ans aujourd'hui, il m'a dit non, j'ai pas. Du coup, quand il m'a dit ça m'a tellement marqué que j'ai pas regardé. Il dit maintenant, je regarde. 23 ans, Mais du coup, il a une sexualité épanouie. Enfin, on en parle. Hmm. Il est très très bien dans sa sexualité. Voilà. Et c'est des choses libres dans un périmètre. Et d'ailleurs, j'avais fait un séminaire avec un éveillé américain qui disait le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un compagnon ou à une compagne particulièrement, il parle à nous en tant qu'hommes, c'est lui offrir un périmètre de sécurité dans lequel elle est complètement libre. Et vous devez être à l'écoute complète de ce qui se passe à l'intérieur. Elle n'a pas forcément besoin de vous. Voilà. Mais si elle a besoin, vous devez être présent. Le prince charmant, quoi, en fait. Hein. Ça me fait penser, tu sais, complètement à des expériences qu'ils ont fait sur les enfants. On mettait des enfants avec qui avaient, je crois, à peu près 3 ans. Et on mettait l'enfant par rapport à une pièce. Et on voulait savoir si l'enfant allait explorer ou non la pièce. Et si, par exemple, on mettait l'enfant tout seul dans la pièce et qu'il savait qu'il y avait sa mère, mais qu'elle était, il savait pas où elle était, l'enfant n'allait pas explorer la pièce. Si on mettait la mère juste derrière la porte et qu'elle pouvait parler à l'enfant, l'enfant aussi n'allait pas explorer la pièce. Par contre, quand on mettait la mère dans la pièce, là, l'enfant il partait explorer. Voilà, il se sent en sécurité. C'est hyper important. Pourquoi sécurité enlève quoi? On va être cohérent par rapport à tout ce que je raconte. Moi, je suis très cohérent. Ça enlève la peur. Ah. Et donc, celle-là, automatiquement, il est dans l'instant présent et il peut agir avec son corps, aller toucher. Ouais. L'enfant, hein, le sol, machin, regardez, être ici et maintenant. Ouais. Parce que l'exploration, c'est quelque chose qui est spatial. Ouais. Donc, c'est ici. Voilà. C'est du ici. C'est du là. Mais pour ça, il faut enlever la peur. On a fait une petite pause et pendant la pause, on discutait de surf. La conversation retombe là-dessus. Pas dans l'eau, hein, les gars, ne te laissent pas rentrer. Hein. Ah ouais. C'est tribal, hein, le surf. Hein. Le surf, tu rentres pas hein, quand t'es pas du coin. Ah ouais. C'est très compliqué le surf. Ah ouais, c'est très tribal comme activité. Hein. Même ici à La Réunion, je me souviens. Même ici toujours aujourd'hui, hein, tu vas aller faire du surf là. Si t'es pas introduit, c'est dur. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc, bref. C'est une activité que j'ai pratiquée beaucoup entre 15 et 18 ans. Ouais, D'accord. Beaucoup aimé le surf. Ça t'a appris quoi le surf? L'instant présent. Là, par contre, tu peux pas. Si tu commences à penser à autre chose, la vague, tu la sens pas, tu la vois pas. C'est un truc de fou et ça. si tu penses à ce qui vient après, parce que c'est tellement millimétré quand tu sautes la vague, que c'est maintenant. Là, il n'y a pas de... Et donc, il n'y a pas de pensée. Ce qui est génial, c'est que dans Eckhart Tolle, justement, c'est qu'il assimile bien l'ego à la pensée. Il dit bien l'ego, c'est la pensée, c'est le fait de penser. Et il faut arrêter de penser. Et c'est un des objectifs les plus importants de la méditation. C'est de quitter la pensée, de quitter ce train permanent, ces wagons permanents de pensée qui voilà. Par exemple, moi, je dors très très bien et très très vite. Parce que dès que je me mets dans le lit, la première pensée qui arrive, qui commence à me faire gamberger, je la vois arriver. Je dis, oh, que ce soit une très bonne pensée, un fantasme, un rêve, on fait tout ça, on s'imagine une situation où on arrive et puis soit on arrive à tabasser un gars, soit on arrive à séduire une tantine, soit où on est le maître des lieux, quoi. Hein. Ouais. Que ce soit des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, c'est-à-dire que tu viens d'être largué, t'es pas bien, tu penses à elle, machin. Tout ça. Tu sais quoi? Tout ça. Mets sur ton oreiller, demain matin sera toujours là. Donc tout ça, tu mets sur ton oreiller et tu dors. Et tu as des pratiques de respiration, par exemple, qui font que tu focuses sur ta respiration. Donc, c'est de la non-pensée. Des trucs très physiques. Tu reviens au corps, à la base du corps. Il y a un truc qu'on appelle le scan corporel dans la pratique qui consiste juste à mettre son attention sur des endroits de son corps. Mais juste, tu envoies l'attention. L'. Et ça suffit. Et hop, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est doux. Non, juste l'attention. Et tu déplaces cette attention sur tout le corps. C'est ça le scan corporel. Et du coup, tu glisses dans un instant sans penser. Et quand ton corps est fatigué, si tu ne penses pas, tu t'endors. C'est clair, c'est facile. Et j'ai pas de difficulté avec le réveil non plus. C'est-à-dire que si je me réveille à 4h du matin, je me réveille. Si c'est l'heure, c'est l'heure. C'est que j'ai assez dormi.
quel que soit le nombre d'heures que tu Ah ouais, as dormi. ouais. En ce moment, je dors à peu près, en ce moment, je dors 4 à 5 heures. Ça te va? En ce moment, Ok. ça me va. J'y vais, ok, c'est ça en ce moment, ben, j'accepte. Putain, moi, j'arrive pas Voilà. à 4 à 5 heures. Donc, Je sais j'accepte. pas si j'ai trop lu des. Parce que j'ai lu un peu la Bible, entre guillemets, sur le sommeil, Matthew Walker, Ouais, Why ouais. We Sleep. Normalement, il faut dormir au moins 8 heures. Hein. Ah, c'est ce qu'il dit, ouais, Ah, il exactement. faut. Mais en temps normal, je dors mes 7-8 heures. Ouais, ok. Sauf qu'il y a des moments où ça se passe pas comme ça. C'est vrai. Et j'ai pas de peur par rapport à ça. C'est la peur née de la connaissance. Encore une fois, tu as lu un livre, Ouais. tu sais quelque chose Ouais. et tu as peur. C'est comme quand le gars arrive à midi, il va manger. Il se dit, mais si je mange pas, j'aurai faim tout à l'heure. Ouais. Alors qu'il a pas faim. Ben, c'est pas faim, tu manges pas. Voilà, moi je reste fit parce que je mange pas quand j'ai pas faim. Toi, tu avais fait un jeûne. Est-ce que tu peux me dire, tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Ouais, c'était. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai eu envie de faire ça. Si, j'avais lu des trucs là-dessus, encore une fois, qui étaient intéressants, qui disaient Ouais. que quand tu lis, quand tu jeûnes, notamment, tu peux ouvrir des espaces de réflexion ou de sensations différents, de présence, etc. Je dis, ah putain, c'est intéressant. Moi, j'ai eu une époque de ma vie où je testais un peu tout. Hein. Voilà, je testais des trucs. Je dis, bah, je vais tester un coup le jeûne. Donc, j'ai commandé quelques bouquins, ils sont derrière, là-bas, de l'autre côté. Tu vois, le titre du gros bouquin jaune, Ouais, s'appelle c'est Le ça. Jeûne, là-bas. Ouais. Le jeûne, ouais. Donc, j'en ai exactement. commandé 5 ou 6, je les ai lus, Ouais. compulsés. J'ai dit, ok, c'est bon, je vais faire un jeûne. Ouais. Je vais faire un jeûne à l'époque de 10 jours. J'ai dit, alors, 7 jours normalement, mais je vais dépasser un peu. Je vais faire 10 jours. J'ai prévenu mon médecin, je dis voilà, je vais jeûner. Alors, comme c'est un musulman, il me dit ah ben c'est très bien. Je dis non, mais pas une journée. Hein. Je vais jeûner pendant. Ah d'accord. Je dis voilà, donc s'il y a un problème, il faut que tu saches. Voilà. Donc j'ai juste mis au courant. J'ai fait tout seul. Tout seul. Il y avait ma femme, mes enfants qui étaient là. Je faisais la cuisine et tout. Hein. C'était génial. J'ai eu 2 jours très très durs. Les 2 premiers jours étaient très compliqués. Parce que le premier jour, tu as faim. Et le deuxième jour, tu as beaucoup de mots qui sortent. Donc, j'ai vomi, j'étais pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai fait une migraine monstrueuse. Enfin, bref. Et c'est ma femme à l'époque qui me dit non, tu as voulu, maintenant tu fais. Voilà, donc et puis le troisième jour, tac, comme si tu sortais de le. Voilà, comme ça. Bon. Et il y a eu des effets absolument extraordinaires, c'est-à-dire que je me suis senti très, très indépendant vis-à-vis de la nourriture et du carnet. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de manger. Je faisais un footing d'1 heure par jour. Et je pratiquais le tai chi et le qigong. Tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui est fractionné. Tu ne peux pas monter d'un seul coup, parce que là tu tombes dans les pommes en fait. Hein. Donc j'avais une vie très douce. J'avais fait un footing léger, tu sais, je courais très, très tranquillement. En zone 2, ouais. Ouais, très tranquille, pas du tout en aérobie, rien. Hein, c'était vraiment quoi. Et je dormais quasiment plus. Je dormais 2 heures. J'avais plus sommeil. Ah ouais. J'avais beaucoup de temps en fait. Hein. Et l'effet le plus extraordinaire qu'il y a eu, alors outre effectivement le fait qu'à la fin j'étais extrêmement Éveillé à l'écoute, à l'attention. ouais, avec une espèce d'attention et d'écoute que je n'ai pas supposé au départ, mais qui était là. J'ai dit, ok, ça fait ça quoi, quand même. Au niveau de la sensation corporelle, c'est génial. Tu as l'impression que ton corps, il est propre. Pas dire comment, pourquoi, tu as l'impression qu'il y a une propreté. D'ailleurs, au niveau de la laine, c'est hallucinant. Tu reprends une haleine de bébé, ce que m'avait dit ma femme à l'époque. Elle me dit, t'as une haleine de bébé. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui fermente à l'intérieur. Hein, donc, voilà. Tu n'as plus de nourriture qui reste et qui est malaxée, qui est traînée. Voilà, il se passe des choses, quoi. Et surtout, quand j'ai recommencé à manger derrière, depuis cette époque-là, la nourriture a un goût magique. C'est-à-dire que maintenant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le goût de la nourriture. Et c'est depuis ça. Il y a une espèce, c'est suave, c'est extrêmement suave. C'est une bénédiction, en fait. C'est comme si c'était béni. Béni par le fait que j'ai ouvert une conscience. Attention, la bénédiction ne vient pas d'ailleurs. C'est là où c'est intéressant. Elle vient de ma pratique qui a eu une conséquence. C'est ça qu'il ne faut pas confondre l'instant présent avec le fait de vivre sur un rocher en fumant un tarpé. Hein. C'est pas ça. Hein. Tu es constamment en train de poser des graines, en train de planter des graines pour l'avenir, hein, constamment. Hein. Tu es constamment en train de jeter ce qui n'est pas bon. Parce que tu as un rapport au passé et au présent qui est permanent, en fait. Hein. C'est là où il faut faire attention. L'instant présent, c'est pas nier le passé et le futur. C'est au contraire complètement les intégrer en disant, voilà, mais ça du passé, est-ce que je le garde? Ça vaut le coup ou pas? Et non, ça ne vaut pas le coup. Ça me pollue. C'est une valise qui est lourde. Moi, j'ai 18 ans, je vais pas garder mes vêtements de 10 ans quoi, ou de 8 ans. Pourquoi? Oui, c'est des super vêtements, mais je ne vais pas les garder. Donc, en fait, il y a un jeu qui consiste à enlever. C'est ce que disait Rodin, d'ailleurs. Il disait que vous ne comprenez pas que quand je sculpte, j'enlève la matière qui est en trop. La sculpture est déjà là. Rodin disait ça à ses élèves. Moi, je n'invente rien. Il y a déjà la sculpture. Juste, il faut que j'enlève ce qui est en trop.
Et c'est pareil pour notre démarche. Et ce qui est trop souvent, c'est ce qui est du passé. Et puis, il faut poser des germes avec hypothétiquement une poussée future. C'est-à-dire que tu ne sais pas si ça va pousser ou pas. Il faut qu'il pleuve, mais ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Donc, je suis co-décideur de ma vie. Une partie, c'est moi, une partie, c'est pas moi. J'adore l'expression co-décideur, c'est exactement ça, je trouve. Voilà, moi, je suis co-décideur complètement de ma vie. Une partie, ben voilà, j'ai mis la graine dans la terre. Ça, j'ai décidé de le faire en me disant, ça, c'est une bonne graine, c'est un fruit que j'aime, c'est un arbre que j'aime, dont j'aime l'ombre, dont j'aime l'odeur, ça me plaît. Celui-là, je l'aime pas. Ça, je décide. Moi, je vais mettre un filet haut parce que j'aime le filet haut. Je ne mettrai pas je sais pas moi, un noisetier, j'aime pas le noisetier. Voilà, je mettrai, donc ça, je décide. Après que ça pousse, ça m'appartient pas. Il faut qu'il pleuve pour ça. Alors, je peux arroser un peu, mais voilà, je laisse. Je préfère laisser la pluie. Tu sais, tu parlais des bénédictions tout à l'heure, et pour moi, c'est exactement la même chose qui se passe quand tu fais une prière. Parce qu'il y a des gens qui font une prière en se disant « la prière me sauvera », alors que si tu fais une prière, la prière ne devrait pas être ce qui te permettra de réussir, mais plutôt une cerise sur le gâteau par rapport à l'action que tu as entreprise, et ensuite tu te demandes que par la suite, le sort te soit favorable, mais tu ne dois pas attendre de cette prière. Absolument. Il y a une poésie, je ne sais pas si je la garde, parce que c'est une poésie extrêmement merveilleuse que je la garde sur moi, c'est la seule. Donc j'ai dit à mon âme, sois calme et attends sans espoir, car l'espoir serait pour une chose inexacte. Attends sans amour, car l'amour serait une chose inexacte. Il y a aussi la foi, mais la foi et l'amour et l'espoir sont tous dans l'attente. Attends sans penser, car tu n'es pas prêt pour la pensée. Alors, l'obscurité sera la lumière et l'immobilité la danse. C'est assez hermétique quand tu l'entends comme ça. Mais le début, hein, I said to my soul, be still and wait without hope. J'ai dit à mon âme, reste tranquille et attends sans espoir. Car l'espoir serait l'espoir d'une mauvaise chose. Attendre sans attendre. Espérer sans espérer. Et c'est une posture où tu dis, quand tu dragues une fille, si tu attends trop, tu vas être déçu. Si tu poses des jalons qui sont, en fait, moi je suis ça. Si ça te plaît, il y a peut-être un truc. Ça te plaît pas, on s'en fout. Il se passe un truc, il se passe pas, c'est bien aussi, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je veux te dire. C'est l'une des plus grandes difficultés pour l'homme, d'ailleurs, parce que l'homme a tendance, dans l'acte amoureux, à rechercher une chose qu'il a perdue, qui est l'extase qu'il a connue avant. Et comme il sait que c'est hyper bon, il veut retrouver ça. Quelle extase? La jouissance. Mmh. Et donc, il y a une forme de précipitation, souvent chez l'homme, qui est liée à ça, qui fait qu'il va chanter souvent la partie instant présent, parce qu'il a en ligne de mire le futur, qui est le moment où il va éjaculer, le moment où il va jouir. Et si tu peux enlever ça, l'acte amoureux devient absolument magique, car il n'y a plus d'attente. Il y a juste une écoute. Ce qui est bien, c'est quand c'est mutuel. Voilà. Et donc, ça donne à l'acte amoureux une toute autre dimension. Que les gens ont parfois quand ils fument des joints, parce ils sont un peu... Les gens te disent quand ils fument un tarpé, c'est bien de faire l'amour. Ouais, mais c'est normal. C'est que tu chantes un peu ton mental et tu es dans une attente absolue de l'avenir. Et justement, en fait, l'idée, ce serait de parvenir à cet état-là sans l'usage intermédiaire des drogues. Exactement, tu as tout compris. Et donc, d'être dans un état qui est relativement, pas permanent, mais en tout cas souvent, où tu es comme ça, quoi. C'est bien, les choses sont ce qu'elles sont. Tu m'appelles, tu me dis, ouais, je veux peut-être... viens. Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin de... Et je suis tout à fait d'accord. Et je rebondis sur ce que tu m'avais dit tout à l'heure. Tu sais, quand tu m'as dit après le jeûne, tu avais l'impression que ta nourriture était vraiment une bénédiction bonne. Quand j'ai fait mon premier jeûne intermittent, 16 heures, c'était la première fois de ma vie, je l'ai fait volontairement. Évidemment, tout le monde m'a dit surtout fais pas ça, c'est dangereux. Parce qu'en plus, moi, je voulais le faire sec, tu vois. Alors que tu vas te déshydrater. Enfin, franchement, avant d'être déshydraté, faut y aller, quoi. Si ça, 16 heures, tu te déshydrates, ben, je sais pas ce que... Oui, peur. Effectivement, si tu vas courir un marathon et que tu bois jamais, oui, voilà, tout est mesurable. C'est la peur qui conduit les gens. Exactement. Et quand j'ai remangé des carottes râpées que j'avais pris au resto de la cité universitaire... Elles avaient un goût exceptionnel. Et je m'en rappelle encore. Ouais. Alors que dans les autres configurations, ces carottes-là, je les mangeais presque pas parce que c'était pas ouf, quoi. C'était dingue, quoi.
Ça, c'est absolument génial. Ce qui fait qu'il y a un rapport entre l'attente et la jouissance. Ouais. Entre le bon et le pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas bon, c'est-à-dire que tu aies rien pour avoir tout. Ah, mais c'est ça. Et c'est le sens de No Guard, c'est-à-dire il faut le paradoxe. Il faut que tu aies rien pour avoir tout. C'est le paradoxe, constamment. C'est ça que moi j'ai voulu utiliser dans tout ce que j'ai raconté dans la BD. Ça, c'est hyper intéressant. Et en même temps, tu sais, tu me disais tout à l'heure que pour toi, l'argent, c'était quelque chose d'important. Est-ce que l'argent, justement, c'est pas... Parce que justement, tu me dis que c'est important. Est-ce que justement, c'est pas une forme une de ces formes de prison où... Que justement, c'est ce qui te garde à la matérialité plus profondément. Et plus on en a à avoir, plus en fait, ça montre que tu as peur de ce qui va se passer. C'est une prison si tu considères que c'est un but. Ok. Par contre, si tu considères que c'est un moyen d'avoir une vie expansée, d'avoir une vie épanouie, tu vois bien que, je sais pas, si tu vis en France aujourd'hui avec 8-9 000 euros par mois, mais tu vis bien, quoi, tu es heureux. Ouais. Voilà. Si tu vis avec 1200, par contre, tu es malheureux parce que là, tu t'en sors pas. Ouais. Voilà. Donc, il y a en fait un gap à trouver. Et après, aller au-dessus, est-ce que ça a du sens de gagner, d'être milliardaire? Ça n'a aucun sens en réalité, ça ne te rendra pas. Tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, mais que tu en aies 2, 3 ou 10 ou 20, tu ne prends toujours qu'une voiture pour bouger en fait. Tu ne pourras pas conduire 3 voitures en même temps. Ouais. Si vraiment tu es un peu fancy, tu peux utiliser une limousine, mais voilà. Ouais, mais enfin bon, voilà. En réalité, il y a toujours cette idée de quelle est la limite du périmètre dans lequel tu te sens épanoui. Ouais. Et avoir un périmètre plus grand, quel est l'intérêt? S'il y a un intérêt pour vraiment être plus vivant, oui, mais s'il n'y a pas d'intérêt à être plus vivant, aucun intérêt. Voilà. C'est comme de manger. Je mange un plat qui est très bon, mais si je mets le double, ça va être répulsif à la fin. Ouais. Mais en fait, c'est ça un petit peu, tu vois, le paradoxe avec l'argent. Parce que comme c'est quelque chose, c'est une valeur qui est toujours exponentielle, qui n'a pas... Tu vois, c'est pas comme un plat qui peut, à la fin, tu vois, tu peux plus manger. Même si tu as une grosse capacité de manger, à un moment donné, tu vas être bloqué. Alors qu'avec l'argent, c'est ça le paradoxe, c'est que tu peux toujours en avoir plus. C'est très dangereux parce que justement, à un moment donné, tu vas quitter le monde du moyen pour aller vers le monde du but. C'est-à-dire que ton argent, tu vas être dans un espèce de système où tu vas en faire plus, pour avoir une maison plus grande avec plus de pièces. Et en fait, est-ce que ça sert à ton état d'être? Est-ce qu'avec ça, tu es plus? Eh ben non. En général, non. Sinon, ça serait terrible d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, toi, au contraire, des gens qui, non pas qui veulent accumuler pour accumuler, mais qui veulent aller dans le mouvement inverse, c'est-à-dire la réduction totale, le minimalisme, la décroissance. Ce sont des menteurs. Ah bon? Ce sont des menteurs. Tu prends n'importe quel individu à qui tu donnes de l'argent et tu fais vivre la vraie vie avec de l'argent, il y goûte et puis il ne revient pas en arrière. Hein. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas et donc ils vont avoir le discours de « il ne faut pas avoir ». Ah, tu penses? Ah, c'est ce que j'ai constaté. Ok. Parce que moi, je pense que c'est vrai pour 98% des gens. Le chiffre est complètement aléatoire. Mais je pense qu'il y a quand même. Parce que par exemple, je connais quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Bob Greenfield. Et lui, c'est quelqu'un qui a une grosse communauté sur Instagram, YouTube. Tu vois, il a 500 000 abonnés. Donc, s'il veut gagner de l'argent, il pourrait le faire. Et tous les ans, il se met volontairement en dessous du seuil de pauvreté américain. Il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas de basket, il n'a pas de propriété et il vit quasiment sans rien avec 4 t-shirts toute l'année et il se met vraiment dans cette posture-là volontairement. Alors après, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Je ne sais pas, mais je pars du principe que c'est vrai et je pense que tu vois, il y a peut-être des individus qui au contraire, je pense que ce que tu dis est vrai pour 98% des gens, mais il y a des gens au contraire qui se disent « Ah mais tout ce que je possède va d'une certaine manière me déposséder ». Alors, si j'arrive à ce niveau-là, en fait, ça va être mieux pour moi. Tous les gens qui entament ce processus, assez jeunes d'ailleurs, au début c'est pur, c'est bon, c'est vrai, c'est ok. Et puis après, il suffit qu'on leur propose de vivre une vie avec de l'argent riche, avec les avantages de l'argent, pour que s'ils y goûtent, ils ne reviennent pas en arrière. Possible. L'argent, par exemple, le beau. On revient au beau. Tu peux acheter du beau avec de l'argent. Tu peux acheter à voir. Tu peux être dans des endroits très beaux, endroits très harmonieux. Vivre dans un endroit où les choses sont calmes, douces, harmonieuses. Il faut du pognon aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut du pognon. Alors après, tu as peut-être la chance de grandir dans une réserve indienne. Et puis tout est bon au départ, quoi. Donc effectivement, tu peux dire, moi, j'en veux pas d'autre chose, ça me suffit. Mais en général, les gens, quand ils ont goûté, moi, c'est ce que j'ai remarqué, quand ils ont goûté. Ils ne reviennent pas. Non. Ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de
cette idée du paradis, justement, qui est quelque chose il y avait un lieu qui était bien avant, qui était parfait, pur, et auquel l'humain a toujours été détaché par essence, et auquel il accédera jamais par la suite. Moi, par rapport à ça, je suis très dans la physique quantique. C'est-à-dire qu'au départ, Mhm. il y a une masse qui est congrue, hein, qui est unifiée, qui est très petite, où tout est lié. Si ça c'est le paradis, je veux bien. Voilà. Et après, effectivement, ça explose et on est séparés. On rentre dans le binaire et puis ça se désagrège. C'est ce qu'on appelle le mouvement anthropique. Et le paradis consisterait à retrouver cette unité, cette partie perdue. C'est-à-dire, en fait, le contact intrinsèque avec tout le reste. Donc, le confondement, si je préfère. On serait confondu avec la moindre des choses, les paroles, et il n'y aurait plus de différenciation. Donc, si le paradis est conçu comme ça me va. Mais sinon, l'idée qu'il y a un endroit mieux qu'ici où on va accéder le jour où on meurt, c'est une construction mentale, ça. Mhm. Et politique. Essentiellement politique. La religion, c'est une politique. Quand on crée une religion, on crée un système politique. Hein. Voilà, c'est du pouvoir pour l'essentiel et la mainmise sur l'esprit des gens. Toi, t'es athée? Ouais. Pour dire ça comme ça. Pas agnostique. Ouais. C'est-à-dire que je ne crois pas dans les religions. Ok. Je donne pas de crédit aux religions. Ok. Je considère qu'elles sont nécessaires, par contre. Ok. Dans la partie positive, hein, parce qu'effectivement, sinon les gens on n'aurait pas de fameux périmètre à travers la morale, par exemple. Ok. N'aurait pas non plus de germes pour aller vers du sacré, de choses pour aller vers quelque chose qui les dépasse. Tout Je à pense fait. que ça éveille des choses. Mhm. Mais pour les individus qui n'ont pas besoin de ça, non. Voilà. Et l'idée, c'est que moi, je suis Dieu. J'appartiens à tout. J'appartiens au grand tout. Je suis une goutte d'eau dans l'océan. Encore une fois, et l'océan, c'est tout. Mais moi, la goutte d'eau, elle est pas différenciée. Et l'idée, c'est d'être de moins en moins différencié, de me considérer comme l'océan. Mais tu sais que ça, c'est une vision extrêmement orientale de la religion, parce que justement, il y a Denis de Rougemont qui fait la différence entre le système religieux chrétien et le système des religieux bouddhistes ou hindous, je fais un gros trait. Et il dit justement que dans les spiritualités asiatiques, la clé, c'est de comprendre que tu es Dieu toi-même. Il est en toi et il est en nous, en chacun Moi, d'entre je nous. le vis profondément comme ça. Et alors que justement, la spiritualité occidentale insiste sur le fait qu'il y a une séparation authentique, profonde, immuable entre Dieu et sa créature, mais qu'en même temps, Dieu est là pour t'accueillir. Alors ça, moi, je ne souscris pas du tout à ça. Je ne souscris pas du tout à ça. Voilà. Je suis profondément dans un grand tout, qui est une masse, aujourd'hui, on va la soupe quantique, ce que tu voudras, hein, et je suis dedans. Et je peux rentrer en contact. Je peux rentrer en contact par l'intermédiaire de mon corps énergétique. Toi qui justement fais ce travail-là au quotidien, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sent qu'en lui, il a trop d'ego, de mental, où il y a des barrières qui font qu'il n'est pas en accord, il n'est pas dans la bonne vibration, et pour essayer de vibrer un peu plus? Le vivre profondément. Aller à l'excès dans cette dynamique-là. Ah ben oui. C'est le paradoxe. Encore une fois, il faut aller au bout de ça pour en mesurer l'inanité, le dysfonctionnement voilà. Et arriver au bout, qui veut faire l'ange fera la bête, et qui veut faire la bête fera l'ange. Qui veut faire la bête fera l'ange. Bien sûr. Tu peux me donner un exemple concret? J'en parle là-dedans. C'était le problème de l'aviateur. C'est pour ça d'ailleurs que quand il monte sur la montagne, là, il va voir les Jaegers. C'est un peuple. Mais les Jaegers, en fait, c'est le nom du premier aviateur qui a osé passer le mur du son. Ah, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils avaient des avions, tu sais, je te rappelle les avions des années 1900, hein, c'est des avions qui sont faits en bois. Voilà, c'est fin 19e, c'est des avions, c'est des engins de mort, en fait. Hein. Et à chaque fois qu'ils arrivaient aux portes du mur du son, quand ils arrivaient au niveau du mur du son, en fait, les avions explosaient. Ah oui, parce que le mur du son, c'est un mur. Hein. Je ne sais pas si tu sais que le mur du son, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à la vitesse et tu commences à avoir une vitesse qui est similaire à celle du son. Voilà. Et à ce moment-là, tu rentres dans un mur. Voilà. Et un mur, c'est un mur. Hein. Donc, ils avaient explosé. Et donc, à partir de là, les ont expérimenté, on a commencé à avoir peur. On se dit, putain, on ne peut pas dépasser cette vitesse-là, il faut rester en dessous. Et donc, systématiquement, quand ils arrivaient à avoir tout l'avion qui partait en couille, ils réduisaient les gaz. Hop, 330 km/h, on réduit les gaz. Voilà. Puis un jour, il y en a un qui a dit, je vais tenter un truc, je vais inverser mon réflexe.
plutôt que de réduire les gaz, je vais accélérer. Mais je vais essayer de le passer hyper vite. Ah. Et ça a marché. Ouais, et ça a marché. Et il est passé derrière le mur du son. Ah, et c'est ça qu'il y a le fameux BAM, parce qu'il entend le son derrière lui, parce qu'il passe le mur et le choc crée un son. Une inversion en allant à l'excès, en poussant beaucoup plus loin. Et dans tout. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui effectivement voudrait à des miasmes, à des choses qui sont négatives, tout ça, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. En essayant de rester le plus éthique possible. C'est-à-dire que le mec, s'il a des fantasmes sur des petites filles, n'y va pas, quoi. Là, par contre, mon gars, calme-toi, quoi. Hein, tu vois. Mais si l'individu a des déviances sexuelles, des machins, des trucs, va, mesure que ça t'amènera pas, ça amènera rien. Mesure, ça amènera rien. Reste dans une limite acceptable, mais ça amènera rien. Si l'individu a des excès au niveau alimentaire, par exemple, va jusqu'au bout, regarde où ça te mène. Tu vas tomber malade de toute façon. Tu vas tomber malade. Et quand tu mesureras que tu n'as pas de solution, bah, tu seras obligé de revenir et te prendre en main pour de vrai. Et là, en général, souvent, tu as des gens, tu vas dans une salle de muscu, souvent, tu as des anciens gros. Hein. Tu as beaucoup d'anciens gros ou d'anciens... des gens qui ont pris conscience que mais mon corps il doit être respecté, quoi. Mais c'est une conscience qui est passée par l'expérience. Mais il faut aller au bout. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette idée que la sagesse, c'est être capable précisément d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent? Si tu as expérimenté les problèmes, oui. Si tu ne les as pas expérimentés, c'est un mensonge. Ok. En d'autres termes, quelqu'un qui pratique l'ascèse, par exemple, ça se fait beaucoup dans les milieux religieux, c'est la renonciation aux biens de ce monde. Que ce soit sexuel, que ce soit alimentaire, que ce soit les passions, tout ça. On renonce pour vivre quelque chose de plus en lien avec ils appellent ça le divin, moi j'appelle ça plutôt le sacré d'ailleurs. Si c'est un renoncement après avoir vécu, ouais. Si c'est un renoncement en disant dès le départ, non, moi je vais respecter la règle de Saint-Benoît, de Saint-Machin, de Saint-Ceci, sous ta soutane, tu as la queue qui bande toute la journée. Hein, et tu mens. Un peu comme en fait, Saint-Augustin, par exemple, justement, lui, il est allé dans la débauche, et c'est quand il a eu la débauche qu'il a eu la lumière. Mais bien sûr. Moi, j'en suis convaincu de ça. Hein. C'est très tantrique comme démarche. Hein. C'est-à-dire que la lumière, elle vient que si tu allumes une petite lumière dans l'ombre. Il faut d'abord qu'il y ait beaucoup d'ombre. Hein. Mais sinon, tu vois pas la lumière. Sinon, tu ne vois pas la lumière. Tu vas en plein soleil, tu te dis, voilà, tiens, je vais être lumineux, j'allume une allumette. Ça ne fera pas grand-chose. Hein. Tu restes 2 heures dans le noir d'une cave, et tu allumes une allumette, je peux te dire un truc, ça va être, waouh. Tu vas dire, mais c'est ça la lumière, en fait. C'est de voir les choses. Alors certes, peut-être pas encore de manière distincte, avec des dangers, parce qu'il faut faire attention à la caverne de Platon, mais voilà, waouh. Il faut aller dans l'ombre. Il faut trouver ces zones d'ombre, parce qu'on en a, et on en a à qui on n'en parle à personne. C'est nos zones d'ombre, ça il faut y aller. Il faut y aller, faut faire copain avec. Ouais. Ouais. Vous rencontrez le monstre en nous. Ah, complètement. Et être d'accord avec ce qu'on a de cette part d'ombre, et aller vers la maîtrise pour... Bien sûr, en disant voilà, ben, tu es là. Peut-être qu'un jour tu disparaîtras, mais là pour l'instant tu es là, quoi. Donc je peux pas faire autrement. Ce sont des démons, hein. Ouais. Voilà. Et ben ok, je vais faire avec. Vous allez tellement ressurgir quand je vous attends le moins. Ça va être toute ma vie, je sais. Même à l'ordre de ma mort, vous serez encore présent. Tout à fait. Mais je vais faire la paix avec vous. Vous avez le droit de sortir quand vous sortez, mais c'est une chose, je vais bosser contre vous. Voilà, je vais bosser vraiment. Mais par contre, je vous accepte. Bosser contre ou bosser avec? Avec, mais comme un lion qu'on met dans une cage. Et est-ce que tu penses pas justement que le lion, si tu le mets dans la cage, il va juste penser à sortir de la cage? Si, bien sûr. Mais à un moment donné, tu auras suffisamment de talent de dompteur pour pouvoir ouvrir la cage tranquillement. Ah, d'accord. L'idée c'est ça, c'est de dompter, d'être... voilà, et de dire voilà. Et puis que le lion se transforme en chat. Ouais. Et puis qu'il se transforme au fur et à mesure, qu'il prenne moins de place. C'est-à-dire que finalement, tu te rends compte, mais c'est pas un lion en fait, mais c'était un chat. Pourquoi j'ai peur comme ça? Ce qui était énorme va devenir de plus en plus petit. Et beaucoup de choses vont s'amenuiser en fait. Alors pas tout, il y a des mots qui restent, hein, mais c'est un beau schéma de vie, je trouve. Bah écoute, Patrice, merci beaucoup. On va terminer juste sur 2 choses. On mettra dans la description un lien, on peut l'acheter sur Amazon, Nogard ou pas? Oui, bien sûr. Bon, on mettra un lien vers Amazon, pas les filiers. On mettra un lien vers la bande dessinée, bien entendu. Alors c'est une bande dessinée, il faut être tolérant, hein. C'est une bande dessinée de débutant. Hein. Même si j'ai commencé le BD, j'avais 50 ans, il y a 10 ans.
Voilà, quoi, donc c'était un pari, justement un pari de l'instant présent. Tiens, on fait une BD, quoi. Parce qu'en fait, Ouais. plus on avance, plus on devient un gamin, en fait. Instant présent qui t'a quand même pris 3 ans. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est paradoxe. Ok, bah, de toute façon, en tout cas, c'est ce que tu as sorti. Je pense Ouais. que c'est une proposition honnête, tu vois. Merci. Voilà. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. On sent qu'il y a des détails, effectivement, et tu m'as rappelé des détails que moi, j'avais pas du tout vu. On sent qu'il y a des détails et puis il y a une philosophie derrière, tu vois. C'était Ouais, pas au ouais, hasard. ouais. Voilà. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de culture générale, vous cliquez dans le lien de la description, il y aura un cours de 140 minutes gratuit de culture générale où je balaye pas mal de sujets intéressants qui pourront vous être utiles. Patrice, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, c'était très précieux. J'adore discuter avec toi comme d'habitude. C'était un plaisir. Est-ce qu'il y a un sujet, une chose éventuellement sur laquelle tu voudrais insister, terminer? Ouais. Il y a 3 lois. La première loi, c'est l'impermanence des choses. Rien ne dure. Rien n'est pareil. Tout change. L'idée de se dire, tiens, on se dit oui pour la vie, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc les choses sont impermanentes. Deuxième loi, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que plus tu veux attirer quelque chose à toi, plus ça va s'éloigner. Et plus tu veux laisser quelque chose tranquille, et plus ça va venir. Et c'est 2 lois qui sont pas évidentes à accepter, parce que c'est le sens de l'existence. Et finalement, il faut une 3e loi pour accepter, c'est la loi de l'humour. Il faut avoir beaucoup d'humour par rapport à tout ça. Donc pas se prendre trop chou. Être détaché, avoir beaucoup d'humour. Ah, c'est contre-intuitif, ça, tu vois, le détachement. En fait, là, pour connecter, il faut se déconnecter. Ouais. Et par contre, j'aime bien que tu utilises le terme d'humour parce que, par exemple, je trouve que l'humour et l'ironie, c'est complètement différent. Et par exemple, l'ironie, c'est beaucoup plus négatif, alors que l'humour, il y a un geste léger dans le rapport à soi, que j'aime beaucoup. Ouais. Parce que j'ai toujours cette phrase de Rilke qui m'a marqué. Pour moi, Lettre à un jeune poète, Ouais. c'est le meilleur livre. Vous pouvez le lire et j'ai fait un résumé, donc si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas. C'est le meilleur livre pour devenir écrivain. Et dans ce livre, il dit justement, ne sois pas ironique. Parce que si tu es ironique, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que tu dévalorises ce que tu es en Il y a train une de faire. forme de suffisance, hein. Soit par rapport à soi, soit par rapport aux autres d'ailleurs, peu importe. Mais ouais. Moi, je trouve que l'humour, c'est un truc qui est génial. Voilà. Et par rapport à soi, beaucoup. Hein. C'est-à-dire que, voilà. Demain, quelqu'un dit, ouais, il a dit des conneries, ce mec. Je dis, ben ouais, j'ai dit conneries, désolé. Hein. Mais c'est ça, c'est super, écoute, hein, tant mieux. ça, je pense, tu vois, c'est une des bases parce que par exemple, pour accepter cette interview-là, tu vois, forcément, il faut avoir beaucoup d'humour. Il y a tellement de gens, tu sais, que j'arrête de poser la question, est-ce que tu voudrais venir sur le podcast? Ils me disent non. Ils ont peur de leur image, ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux, ils ont peur des conséquences potentielles négatives, ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de perdre leur réputation. Ça m'a dit faire.